Taejung, 2030. Ces ruines sont censées être interdites, mais certains n'arrivent pas à résister à l'envie de fouiller les zones d'exclusion. Ces charognards fouillent le coin depuis un mois, espérant trouver le moindre truc encore utilisable. L'un d'eux flippe complètement à cause des monstres, mais son partenaire le traite juste de trouillard et continue d'avancer. Une secousse soudaine les stoppe net. C'est pas juste un tremblement de terre. Un truc énorme est sur le point de surgir. Une main géante, bleu fluo, explose le bitume et chope l'un des mecs. Un monstre fragment s'extrait de la terre, dominant les deux gars terrifiés. Le monstre s'apprête à frapper à nouveau pendant qu'il hurle à la mort. Soudain, une silhouette débarque de nulle part pour s'interposer. Le nouveau venu attrape le survivant et le tire en arrière juste au moment où la main du monstre s'écrase. Il lui demande s'il va bien tout en gardant les yeux rivés sur la bête. Lui, c'est Wu Hachan, et il est là pour faire son boulot de garde. Hachan montre son insigne et leur dit de se mettre à l'abri pendant qu'il retient le monstre. Pendant qu'il gueulait aux autres de se tirer parce qu'il gérait la situation, le bras massif du monstre s'abattait déjà sur lui. Pris totalement au dépourvu, Hachan a valsé dans un tas de gravats. Un coup brutal qui n'avait rien d'une caresse. Les civils ne se font pas prier. Ils décampent en panique. Ils disparaissent dans les ruines, laissant le garde tout seul. Maintenant qu'il n'y a plus de passants, Hachan se concentre sur la bête. Attends. Ces enfoirés ont vraiment laissé leur pote, Kyung-han, inconscient sur la route. Hachan le remarque et pige qu'il ne peut plus reculer maintenant. Le monstre ne lui laisse pas le temps de gamberger et frappe le sol juste à côté de lui. Bordel. Il serre son couteau, sachant qu'il va en chier. Il vise le point faible du fragment. Le corps principal est toujours sous terre, pulsant d'une lumière rose flippante. Hachan saute en l'air, mettant toutes ses forces dans cette seule attaque. Il plante violemment sa lame dans le noyau, mais son arme rebondit dans un bruit métallique. La peau du monstre est dure comme de l'acier. Il n'arrive pas à y croire. Le recul envoie une onde de choc dans ses bras. Il se fait jeter en arrière comme une vulgaire poupée de chiffon. Le fragment enchaîne avec un coup dévastateur. Il percute violemment le sol et a le souffle coupé. Il est cloué au sol par le poids du monstre, ayant du mal à respirer. C'est la merde. Il est coincé et complètement dépassé. Le monstre se prépare à l'achever. Soudain, une traînée de lumière bleue fend les airs. Les membres du monstre sont sectionnés en un clin d'œil. Des fils d'énergie luminescents ligotent la créature et la mettent en pièces. Une nouvelle silhouette se tient au sommet des débris, contemplant le carnage. C'est Shine Jerim, et son pouvoir est à un tout autre niveau. Elle fait son rapport à la radio, traitant le monstre comme une vulgaire nuisance. Hachan essaie de l'interpeller, désespéré de lui signaler le civil encore coincé dans le coin. Jerim n'est pas d'humeur à tailler la bavette et dit à Hachan de la boucler. Elle déploie à nouveau ses fils, achevant les derniers morceaux du monstre. Elle est clairement saoulée par la situation, marmonnant qu'elle a vraiment envie de le buter. La surcharge d'énergie retombe une fois la menace neutralisée. Les restes du monstre sont incinérés dans une dernière explosion de puissance. La poussière et les débris retombent sur la rue. Dès que Jerim a atterri, un membre de son équipe a vérifié l'état du civil, signalant qu'il était en sécurité et hors de danger. Ils ont décidé de s'attribuer tout le mérite du rapport, ignorant complètement l'intervention de Hachan. Elle ordonne à un autre garde de ramener le blessé en ville. Jerim tourne son attention vers Hachan et s'approche avec un regard glacial. Elle est furax, lui demandant pourquoi il continue de jouer au héros alors qu'il n'a aucun pouvoir. Hachan essaie de se défendre en disant qu'il n'y a pas eu de victime, mais elle rétorque sèchement qu'un vrai garde aurait mieux géré ça. Pour elle, c'est juste un bleu, pas un mec qui a sa place parmi eux. Son coéquipier l'appelle pour partir car le QG demande un rapport. Elle lâche la bombe. Elle va rapporter tout cet incident au manager. Hachan panique. Il ne veut surtout pas attirer des ennuis à son aîné, Young-moon. Jerim s'en fout, lui rappelant qu'il n'est là que parce qu'il est sous protection. Elle lui dit de faire profil bas et de rester à sa place. Il ne peut que les regarder s'éloigner en silence. Ce sont l'élite, les gardes de ce monde. On les appelle les élus, les seuls à avoir le pouvoir de riposter. Les seuls capables d'affronter les monstres des calamités qui surgissent des entrailles de la terre. Hachan baisse les yeux sur son propre emblème de garde. Il est amer, se demandant quel genre de héros n'arrive même pas à se protéger lui-même. Il reste assis tout seul au milieu de la rue, soupirant face à sa propre faiblesse. Il y a 7 ans, le monde a changé à jamais quand un monstre géant appelé la première calamité a émergé et rayé Séoul de la carte. Ce monstre n'était qu'un signe avant-coureur. D'innombrables autres calamités endormies sous terre ont commencé à se réveiller. Elles se sont répandues sur le globe, détruisant tout sur leur passage. Le chaos a coûté la vie à des millions de personnes alors que l'humanité luttait pour sa survie. Mais au milieu de cet enfer, un miracle s'est produit pour quelques survivants chanceux. Ils ont obtenu des pouvoirs surnaturels, offrant enfin à l'humanité un moyen de se battre contre les monstres. Le monde a commencé à appeler ces individus surhumains les gardes, les protecteurs officiels de la nouvelle ère. Ils ont découvert d'anciennes pierres de scellement capables de bloquer l'émergence des calamités et de leurs parties plus petites, appelées les fragments. Les survivants ont abandonné leur ville en ruine et se sont rassemblés autour de ces pierres,
construisant de nouveaux foyers sous la protection des gardes. Nous sommes maintenant en 2030, et dans des villes comme Dajon, le danger est toujours bien présent. 2 autres corps ont encore été retrouvés dans la zone d'exclusion aujourd'hui. Les infos font état de centaines de victimes rien que ce mois-ci, avertissant tout le monde de rester loin des zones dangereuses. Au QG des gardes de Dajon, les écrans du hall tournent en boucle sur les dernières promotions. Même des gardes mineurs arrivent à monter en grade et à prendre des postes de direction. Wu Ha-chan entre et est immédiatement repéré par son aîné, Kyung-han. Kyung-han le prévient que le manager Kang le cherche déjà, se demandant dans quel genre de conneries il s'est encore fourré. Il devine juste. Ha-chan s'est encore faufilé dans la zone d'exclusion pour pister un fragment. Il s'inquiète de voir Ha-chan se faire tuer vu qu'il n'est même pas un vrai garde avec des pouvoirs. Un autre garde l'interrompt, disant à Kyung-han d'arrêter de s'inquiéter pour un mec qui n'est qu'un boulet. Le type traite Ha-chan comme s'il était invisible, disant à Kyung-han de le laisser tomber. Il traîne Kyung-han au loin, mais l'aîné crie quand même à Ha-chan d'aller manger et de passer voir le manager. Ha-chan se contente de leur faire un signe de la main avec un sourire de façade pendant que d'autres gardes se moquent de lui et le traitent de taré. Il blague sur le fait qu'il essaie de parler au monstre, le laissant planter là en silence. Vous voyez, chaque garde est censé avoir un pouvoir spécial. Mais Ha-chan est la seule exception, il n'en a aucun. Plus tard dans la nuit, il retourne dans la zone d'exclusion, ignorant les chaînes lourdes et les panneaux de danger. La ville est sur le point d'être verrouillée, et les annonces ordonnent à tout le monde de dégager les rues. Il a 10 minutes avant que les déplacements ne soient restreints, mais il n'a pas l'intention de rentrer chez lui. Ha-chan s'assoit au sommet d'un chantier, se demandant pourquoi il a la poisse d'être aussi faible. Il a l'habitude que les gens ignorent ses avertissements et le prennent pour une blague. Il n'est presque pas différent d'une personne ordinaire, avec juste un léger boost de force physique. Mais soudain, son regard s'aiguise alors qu'il ressent un truc que les autres ne peuvent pas capter. Un sifflement aigu résonne à travers la ville alors qu'une lumière bleue pulse depuis le centre. Il aperçoit un éclair d'énergie rose fendant le ciel nocturne en direction d'une nouvelle menace. C'est bien ça le truc. Ha-chan peut voir et entendre des choses auxquelles tous les autres gardes sont complètement aveugles. Une présence sinistre et sombre commence à se manifester juste devant ses yeux. Un énorme fragment surgit du sol, ses tentacules bleu luisants se débattant dans un fracas violent. C'est exactement ce qu'il craignait, mais ce truc est bien plus massif que d'habitude. En regardant le monstre qui venait d'apparaître, il imaginait déjà Shine Jerim débarquer et lui hurler dessus parce qu'il arrivait toujours sur les lieux avant elle. Il ferme sa gueule à propos de sa vue spéciale, sachant qu'elle le traiterait juste de phénomène de foire s'il le lui disait. Jerim est halluciné en levant les yeux vers le monstre, se demandant comment il est devenu si énorme. Ceux de cette taille n'apparaissent généralement jamais près du centre-ville. Alors qu'il évaluait silencieusement le danger de cette nouvelle calamité, un soudain « ouah » a retenti juste dans l'oreille de Ha-chan. Au milieu du chaos, une mystérieuse gamine aux yeux bleus luisants apparaît de nulle part, disant à Ha-chan de se calmer. Elle lui dit qu'elle s'appelle Miro et promet qu'elle n'est pas méchante, mais elle est bien trop calme pour ce genre de situation. Ha-chan est complètement paumé, se demandant comment cette gosse connaît son nom. Mais la situation était trop critique pour hésiter. Avec une gamine prise au piège en plein dans la zone de frappe du monstre, Ha-chan n'a pas réfléchi à 2 fois. Il a bondi en avant, chopant la petite fille pour la mettre à l'abri. Mais à sa grande stupeur, la petite fille continuait d'insister pour que Ha-chan retourne droit vers le monstre. Dans un fracas assourdissant, la bête attaque, sa frappe visant à pulvériser le duo. Mais Ha-chan est plus rapide, de justesse, esquivant au moment même où le béton vole en éclats là où il se tenait une seconde plus tôt. Ha-chan recule en vitesse, lui demandant frénétiquement pourquoi elle est toute seule dans une zone aussi dangereuse. Il vérifie si elle est blessée et demande où sont ses parents, mais elle se contente de le fixer et de demander s'il est vraiment Ha-chan. Il se fige, choqué qu'une gamine au pif en pleine attaque de monstre connaisse son blaze. Miro reste planté là, alors que le gigantesque fragment bleu les surplombe comme une montagne. Ha-chan essaie de la protéger, lui disant de reculer, mais elle répond qu'elle le cherchait. Elle prétend qu'ils lui ont dit que ce serait lui qui l'aiderait, ce qui n'a aucun putain de sens pour lui. Alors qu'il attrape pour fuir, Miro lui lâche au calme que le monstre n'est pas un méchant copain. Il est juste un peu en colère. Ha-chan n'en croit pas ses oreilles, gueulant que le monstre est juste un peu en colère pendant qu'elle lui tire la joue. Miro l'observe attentivement, notant qu'un truc cloche par son visage a l'air plus vieux que ce qu'elle imaginait. Elle lui dit que c'est comme s'il avait été allongé, le laissant encore plus confus alors qu'il essaie de se tirer. Il exige de savoir ce qu'elle est et comment elle le connaît, mais elle ne répond pas à sa question. À la place, elle lui lâche cache qu'il est faible, bien plus faible que ce qu'elle pensait. Les yeux de Ha-chan s'écarquillent de choc alors que la dure réalité de son impuissance le frappe une fois de plus. Le monstre pousse un autre rugissement, son énergie bleue illuminant toute la ruelle. Un pied géant et lumineux s'écrase dans la rue, pulvérisant le béton juste à l'endroit où il se trouvait. Le coup tombe à quelques centimètres d'eux, l'impact faisant trembler l'air. Ha-chan ne peut que fixer, les yeux rivés sur la puissance brute et terrifiante du fragment.
Il remarque que même cette petite fille commence à ignorer ses appels désespérés à fuir. Il s'effondre, admettant enfin qu'il n'est qu'une merde sans force ni pouvoir. Il commence à vider son sac, se traitant de garde inutile incapable de décrocher un vrai uniforme. Les larmes aux yeux, il demande si c'est vraiment de sa faute d'être né comme ça. Tout ce qu'il a toujours voulu, c'était d'aider les gens comme on l'a aidé autrefois, mais il foire sur toute la ligne. Le fragment frappe encore, envoyant des débris volés de tous les côtés pendant que Hatchan s'excuse auprès de Miro de ne pas pouvoir la sauver. Il est rongé par les regrets, se disant que si un vrai garde était là à sa place, elle serait déjà en sécurité. Mais au lieu de s'enfuir, Miro tend la main et lui prend doucement la sienne. Elle lui dit qu'elle est contente qu'il soit quelqu'un de bien, même si elle s'est inquiétée une petite seconde. Elle le regarde dans les yeux et pose la question qui change tout. « Tu veux du pouvoir, pas vrai ?» Elle lui demande s'il veut devenir beaucoup plus fort pour enfin pouvoir protéger les gens auxquels il tient. Hatchan est bouche bée alors qu'une vague d'énergie bleue commence à se rassembler autour d'eux. Les yeux de Miro brillent d'une lumière d'un autre monde quand elle lui annonce qu'elle peut lui donner ce pouvoir. Une vague massive d'énergie bleue jaillit d'elle, illuminant les ténèbres comme un phare. Elle lui dit de tendre la main et de prendre ce qu'elle lui offre. Il tend sa main tremblante, guidée par la sienne vers le centre de la lumière. Il tend le bras et touche le doigt énorme et lumineux du fragment, laissant le pouvoir de Miro couler en lui. Une colonne de lumière bleue fend le ciel, étouffant tout le reste. L'énergie est tellement intense que le monde autour d'eux semble se dissoudre dans un vide de lumière. Quand la lumière s'estompe enfin, Hatchan est à terre, reprenant son souffle pendant que Miro l'observe avec intérêt. Hatchan est tétanisé, les yeux écarquillés par le choc alors qu'il essaie de comprendre le bordel qui se déroule autour de lui. Il tourne son regard vers Miro, qu'il appelle par son prénom avec une étrange autorité calme qui capte son attention. Avec ses yeux bleus brillants fixés sur lui, Miro fait une requête simple mais lourde de sens. « Aide Miro ». Hatchan reste paralysé, l'esprit en ébullition alors que la voix de Miro fend le chaos. C'est une offre d'une simplicité glaçante. « Aide-moi, et je t'accorderai du pouvoir ». Les mots flottent dans l'air, chargés d'un poids que Hatchan n'arrive pas encore à mesurer. Miro regarde Hatchan droit dans les yeux et lui dit qu'elle a besoin de son aide. Elle promet de partager son étrange pouvoir avec lui s'il accepte de rester à ses côtés. Hatchan cherche son souffle alors que la vision commence à se dissoudre dans l'obscurité. Une petite main lumineuse se tend pour agripper une main beaucoup plus grande dans le vide. Des cris de douleur et des appels désespérés à la délivrance résonnent dans son esprit. Les yeux de Hatchan s'ouvrent brusquement alors qu'un filet de sang coule de son nez. Le visage obsédant de Miro s'attarde dans sa vision même après son réveil. Il essaie de lui demander ce qu'elle est, mais elle s'enfonce simplement dans l'ombre. Tout devient noir alors que quelqu'un appelle son nom. Plus tard, Shine Jerim rapporte à son manager que tous les civils ont été sauvés à l'exception d'un blessé grave. Elle entre au QG alors que le système enregistre son arrivée et lance une enquête sur la violation de la zone d'exclusion. Elle balaie les compliments de ses collègues, disant qu'elle a juste fait son job. Au téléphone, Jerim admet que la récente activité des fragments est louche. Les monstres apparaissent bien plus près des zones peuplées qu'auparavant. La voix à l'autre bout du fil l'avertit que les menaces se dirigent droit vers le centre-ville. Une carte tactique montre la zone de sécurité bleue de Dajon rétrécir à vue d'œil. Étendre les zones restreintes ne marche pas. Ça leur fait juste gagner un peu de temps. S'ils n'agissent pas, les monstres vont errer dans les rues où vivent les gens. Jerim demande avec anxiété si ça veut dire que la pierre de scellement de Dajon est en train de lâcher. La personne confirme à Jerim que l'équipe technique bosse jour et nuit pour enquêter sur la cause. Avant de raccrocher, elle mentionne qu'elle a un dernier truc à signaler à propos de Hatchan. Elle dit au manager que le dernier incident était super dangereux pour lui. Elle suggère qu'un avertissement sévère est peut-être le seul moyen de faire comprendre les choses aux gamins. En plein milieu de ses critiques sur Hatchan, Jerim pousse soudainement un cri aigu au téléphone, poussant le manager Kang à demander frénétiquement ce qui se passe. Les yeux de Jerim s'écarquillent alors que la situation prend une mauvaise tournure. Elle trouve Hatchan effondré sur le sol pendant que le manager hurle dans le haut-parleur pour avoir un rapport. En voyant l'état du gosse, Young-moon décide qu'il doit gérer ça en personne. La vision de Hatchan est trouble alors qu'il essaie lentement de retrouver ses esprits. Il est surpris de voir Jerim planté en plein milieu de sa chambre. Il s'assoit sur son lit, réalisant qu'il n'est pas seul avec elle. Kang Young-moon est assis près du lit et demande immédiatement à Jerim de sortir. Le manager a l'air fatigué lorsqu'il dit à Hatchan qu'ils doivent avoir une discussion en privé. Hatchan ne capte pas pourquoi un type aussi occupé viendrait jusqu'à son appart. Young-moon demande s'il a picolé, vu qu'on l'a retrouvé évanoui en plein milieu de la rue. Hatchan a un flash de la fille luminescente et se demande si toute cette rencontre n'était qu'un rêve fiévreux. Young-moon lui annonce qu'il a tout entendu sur l'incident du fragment et à quel point il a été imprudent. Hatchan essaie de se défendre, soulignant qu'il a carrément sauvé les 3 personnes. Young-moon lui rappelle que la seule raison pour laquelle il les garde, c'est parce qu'il n'a pas de famille pour s'occuper de lui. Hatchan est abasourdi. Il pensait l'avoir été recruté parce que Young-moon voyait du potentiel en lui. Il lui dit qu'il veut juste aider les gens,
de la même façon que son mentor le fait. Le regard de Young-moon devient glacial lorsqu'il déclare qu'il est évident que Ha-chan n'est pas fait pour cette vie. Il dit au gamin qu'il est temps d'arrêter de jouer au héros et d'enfin regarder la réalité en face. Kang Young-moon lâche la bombe. Il pense qu'il est temps pour Ha-chan d'arrêter d'être un garde. Les mots frappent Ha-chan comme un uppercut, le laissant momentanément sans voix. Il rétorque, rappelant à son mentor que c'est lui qui l'a recruté à la base. Young-moon ne flanche pas, suggérant que le gamin devrait juste retourner à l'école et vivre une vie normale. Il souligne sans détour que sans capacité spéciale, Ha-chan ne fait que devenir un boulet de plus en plus gros pour l'équipe. Dans un coin de sa tête, Ha-chan se souvient d'un éclat d'énergie mystérieuse et lumineuse. Young-moon continue son sermon glacial, ignorant la détresse grandissante dans les yeux du garçon. Il assène le coup de grâce. Il qualifie Ha-chan de simple fardeau pour les autres. Laissé seul dans sa chambre, Ha-chan fixe le vide alors que son monde s'écroule. Il serre les draps jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, le poids de son inutilité s'imposant enfin. Dans son fort intérieur, une pensée contradictoire a surgi. Il avait lui aussi du pouvoir. Peut-être même qu'il était le seul au monde à pouvoir voir ses menaces. Alors que sa vision commence à se troubler, il se demande s'il doit révéler ce pouvoir caché, mais une petite voix douce lui demande soudain s'il pleure. La petite boule de poil rigole, se moquant de lui parce qu'il chiale comme un bébé après s'être fait gronder. Son cœur fait un bond, et il lâche un cri perçant si fort qu'il fait sursauter les voisins juste derrière la porte de son appartement. La créature lui dit de la fermer et de rester calme, avertissant que si on la découvre, ça va virer à la catastrophe. Elle atterrit sur le lit avec un bruit sourd, râlant sur son entrée peu gracieuse. Ha-chan fixe avec incrédulité la boule de poil parlante qui vient d'apparaître dans sa chambre. La créature se lève et se présente fièrement sous le nom de Miro. Pendant un bref instant, la silhouette d'une petite fille défile sous ses yeux, le laissant encore plus largué. Miro lui dit qu'il devrait être reconnaissant pour son aide au lieu d'avoir l'air si choqué. Elle révèle que c'est elle qui l'a ramené chez lui après qu'il se soit effondré dans la rue. D'après elle, son corps était tout simplement trop faible pour supporter la surcharge massive de son pouvoir. Il se souvient de la main géante et terrifiante de sa vision et pige que ce n'était pas juste un rêve. Miro promet de mieux contrôler ce pouvoir à partir de maintenant, ce qui l'inquiète au plus haut point. Ha-chan gueule pour protester, exigeant de savoir ce qu'elle est et comment elle est entrée chez lui. Il panique, se demandant s'il n'a pas ramené une calamité ou un fragment directement sous son toit. Miro soupire, déjà saoulé par le flot incessant de questions du mec. Elle l'ignore et se concentre sur le schéma d'une pierre de scellement dans l'un de ses bouquins. Elle reconnaît la pierre directe, touchant la page avec un regard fasciné. Ha-chan la repousse illico, lui disant de ne pas poser ses pattes sur ses documents de recherche. Il exige qu'elle lui donne une réponse claire sur sa vraie nature, une bonne fois pour toutes. Miro répond simplement qu'elle est Miro, ce qui ne l'avance absolument à rien. Avant qu'il ne puisse protester, elle l'avertit qu'ils sont déjà graves à la bourre. Elle lui pose une question cryptique et inquiétante sur sa peur du vide. Le visage de Ha-chan devient livide alors qu'un sentiment de malheur imminent l'envahit. Miro fuse soudainement par la fenêtre, traînant un Ha-chan hurlant avec elle. Il se débat frénétiquement dans les airs, gueulant que c'est un pur kidnapping. Miro le traite de drama queen et lui dit de se détendre vu qu'ils sont presque arrivés. Ils volent loin de la ville, en direction d'un village abandonné dans la zone d'exclusion. Miro le lâche sans cérémonie, l'envoyant rouler sur le sol poussiéreux. Ha-chan gémit, levant les yeux vers la petite fille qui le surplombe et demandant pourquoi on l'a amené ici. Il scrute les environs sombres et réalise que le terrain est bien plus dangereux que tout ce qu'il a connu. Ha-chan reconnaît les ruines grâce à un livre. Une zone scellée après l'affaiblissement de la pierre de scellement. Terrifié, il demande à Miro si elle a complètement pété un câble, l'avertissant que se faire choper ici signerait leur arrêt de mort. Miro s'en fout de sa panique, affirmant qu'elle n'est venue que parce qu'elle a entendu les voix de ses amis l'appeler. Ha-chan est largué, n'ayant aucune foutue idée des voix dont elle peut bien parler. Elle le regarde dans les yeux et lui dit qu'il a dû les entendre aussi. Les appels au secours quand il a tenu sa main. Des souvenirs de supplications désespérées pour être sauvé remontent à la surface, lui donnant des frissons. Miro lui dit qu'il est différent parce qu'il peut voir des trucs invisibles pour les autres. Secoué, Ha-chan lui demande comment elle a pu deviner son pouvoir secret. Elle lui explique que c'est parce qu'il est exactement comme elle, leur vraie nature les séparant des humains normaux. Miro pointe du doigt l'horizon, lui disant de regarder droit devant et de voir la réalité de leur monde. Ses yeux brillent d'une étrange teinte rosée alors qu'il se concentre sur les ruines au loin. La ville sombre et abandonnée est soudainement baignée d'une lumière fantomatique et éthérée que seul lui et Miro peuvent voir. Ha-chan est submergé par la scène, se demandant comment un truc pareil est possible. Miro lui fait une proposition. S'il l'aide, elle lui révélera tout ce qu'il meurt d'envie de savoir. Elle promet de lui dire la vérité sur lui-même, sur ses amis et sur les sombres secrets de ce monde. Miro brandit une page sur la pierre de scellement, prétendant qu'elle connaît son véritable but. Elle jure de dissiper tous ses doutes et de répondre à chaque question qui le hante. Ha-chan écoute dans un silence abasourdi, réalisant que cette mystérieuse fille sait vraiment tout. La scène passe au cours d'introduction des gardes, où Ha-chan écoute attentivement la présentation.
Donc, les monstres que les gardes de terrain doivent affronter se divisent basiquement en deux catégories. D'abord, t'as le corps principal, que tout le monde appelle la calamité. Ensuite, il y a le fragment, qui n'est en fait qu'un morceau de la calamité qui s'est détaché. Kyung-Han explique à la classe que ces calamités ne peuvent pas se déplacer sous terre. Si la calamité est trop grosse pour la barrière, elle finit coincée juste en dessous. Les morceaux qui percent jusqu'à la surface sont ce qu'on appelle les fragments. Et c'est pour ça que ces zones sont interdites. Comparées à une calamité à part entière, les fragments sont plus petits et bien plus faibles. Un garde de base peut généralement s'en occuper, même si ça reste dangereux pour les gens normaux. Ça fait 3 mois que la première calamité a complètement ravagé Séoul. Le monde a viré au cauchemar, mais quelques zones de sécurité ont quand même survécu. Une carte montre ces petites poches de sécurité éparpillées à travers le pays. Les premiers gardes qui ont inspecté ces zones ont trouvé des pierres mystérieuses en plein milieu. Les zones restaient paisibles, comme si les monstres ne pouvaient même pas les toucher. C'étaient les pierres de scellement, et tout le monde croyait que c'était notre protection. Hatchan étudie les rapports, regardant l'explication officielle concernant les calamités. Ils disent que ces trucs ne sont que des monstres décérébrés que seules les pierres peuvent arrêter. Mais assis là avec son carnet, Hatchan n'en est pas si sûr. Il regarde la ville, les yeux plissés, en réfléchissant à ce qui se passe réellement. Depuis sa fenêtre, il observe la lumière luisante profondément enfouie sous la terre. Si c'est là la vraie forme de la calamité, alors toute l'histoire change. Elle n'était pas repoussée. Elle a toujours été piégée par la pierre de scellement. Retour au présent. La voix de Miro résonne soudainement, le questionnant sur tous les doutes qu'il rumine. Elle pointe la question qu'il a écrite dans ses propres notes. La pierre de scellement est-elle vraiment une bonne chose? Elle le regarde comme si elle connaissait déjà la réponse qu'il a peur de prononcer. Hatchan prend conscience de la vérité terrifiante. Les pierres sont les corps principaux. Il suit Miro à travers une rue sombre et abandonnée, se demandant où elle l'emmène. Miro s'arrête et annonce comme si de rien n'était qu'ils sont enfin arrivés. Hatchan fixe l'endroit, le visage pâle de choc devant le spectacle. Au milieu des ruines se dresse une immense pierre de scellement, brillant d'une énergie intense. La pierre est couverte de fissures profondes. Elle est sur le point de voler en éclats. Il lève les yeux et repère une caméra de sécurité, inquiet car les gardes évitent cet endroit. La lumière rouge de la caméra clignote encore, ce qui veut dire que le système de sécurité surveille toujours. Puis Miro le regarde et lui ordonne de détruire la pierre tout de suite. Hatchan pète un câble, lui disant qu'elle est folle d'y penser une seule seconde. Elle s'en fout. Elle continue d'insister sur le fait que c'est une mauvaise chose qui doit être détruite. Il essaie de lui expliquer que la brisée libérera la calamité et les tuera tous les deux. Miro hurle qu'elle ne mourra pas parce que ses « amis » vont lui donner du pouvoir. L'énergie commence à crépiter entre eux alors qu'ils se fusillent du regard. Avant qu'ils ne puissent l'arrêter, elle prend de l'élan et balance un coup de pied magistral dans la pierre. Le système déclenche immédiatement des alarmes assourdissantes, appelant une intervention d'urgence. Miro commence à lutter avec les lourds débris, refusant catégoriquement de partir. Elle lui dit que s'ils se font choper, elle dira à tout le monde que c'est elle lui qui l'a forcé à le faire. Miro lui parle cash, il a un choix à faire. Soit il pète la pierre et découvre la vérité, soit il se tire comme un lâche. Hatchan est clairement déchiré, en sueur alors que le poids de la décision commence à se faire sentir. Miro tend la main et lui dit de se décider vite, promettant de lui accorder le pouvoir de pulvériser la pierre. Il ne sait pas trop ce qu'il fait, mais il s'accroche quand même à l'énergie. Il s'apprête à frapper, se disant que si tout part en vrille, ce sera entièrement de sa faute. Une gigantesque explosion d'énergie bleue retentit alors qu'il entre en contact avec le seau. La pierre commence à céder et à se fissurer sous la pression de son nouveau pouvoir. Miro regarde avec un sourire narquois, et Hatchan commence à se demander sérieusement si c'était une bonne idée. Il gueule presque, demandant s'ils font vraiment le bon choix, mais Miro lui dit juste de continuer. Le seau est en train de s'effondrer, et Miro lui fait remarquer qu'il n'y a absolument aucun retour en arrière possible maintenant. Hatchan grogne, mettant chaque once de sa force dans cette ultime poussée. La structure entière s'écroule dans un éclair aveuglant alors que le seau est enfin brisé. Miro lui dit que c'est suffisant, puis change immédiatement de ton et hurle pour qu'il le détruise complètement. Un dernier coup fait mouche, et la pierre est finie. Un immense rayon de lumière s'élance dans le ciel, signalant la fin du saut. Miro a l'air satisfaite, mais Hatchan reste planté là, essayant d'assimiler le fait qu'ils l'ont vraiment fait. Un truc rouge et menaçant commence à briller depuis les profondeurs des décombres. Les yeux de Hatchan s'écarquillent quand il pige que briser le seau a peut-être attiré un truc terrible dans ce monde. Des tentacules géants et violets commencent à ramper hors du trou, et le sol se met à trembler. Hatchan a le souffle coupé, tenant à peine debout alors que la créature se révèle entièrement. Un monstre calamité colossal, avec plusieurs membres, le domine, ayant l'air absolument terrifiant. Il panique, demandant à Miro ce qu'ils sont censés faire maintenant, quand soudain elle se transforme en une petite boule de poil. Le monstre charge une rafale d'énergie, et la Miro en boule de poil lui dit qu'il est le seul à pouvoir l'arrêter. Elle lui dit de lui faire confiance. Le Hatchan qui est là maintenant à ce qu'il faut. Miro lui dit de mettre tout ce qu'il a dans un seau,
et pour une fois, il ne discute pas. Il serre les dents, jurant dans sa barbe alors qu'il se prépare à se projeter vers la bête. Avec un cri désespéré, il s'élance, bougeant plus vite qu'il ne l'aurait jamais cru possible. Ses pieds frappent le sol dans un craquement assourdissant alors qu'il se propulse en avant. Il est comme une flèche, volant littéralement dans les airs en direction de la tête du monstre. Il atterrit en plein sur le dos de la créature, la laissant totalement confuse quant à sa position. Hatchan est scotché de voir à quel point son corps est léger. Rien à voir avec le mec faible et maladroit qu'il était. Il se demande si c'est l'œuvre de Miro, et elle lui gazouille que tout ira bien s'il écoute. Même s'il est à moitié endormi, elle lui promet qu'il aura tout ce dont il a besoin pour gagner ce combat. D'habitude, il ne pourrait même pas érafler un truc aussi gros. Mais pour la première fois, il sent qu'il a peut-être une chance. Il se dit qu'il peut enfin être comme les autres gardes. Les vrais, ceux qui peuvent réellement protéger les gens. Il plonge dans la mêlée, esquivant un tentacule géant qui essaie de l'écraser en plein vol. Il se faufile à travers les membres de la créature, les yeux rivés sur sa cible. Miro la boule de poil à la main, il réduit la distance et se prépare à frapper. Il lâche une rafale de coups de poing, chacun frappant avec un impact incroyable. Le monstre vacille alors que des ondes de choc d'énergie bleue déchirent son corps. Hatchan ne relâche pas la pression, chargeant en avant pour en finir une bonne fois pour toutes. Wu Hatchan pousse un hurlement assourdissant, le visage déformé par l'effort intense du combat. Alors qu'il attaque, il entend une voix qui n'a rien à foutre là. Le monstre lui-même, hurlant d'agonie et suppliant qu'on l'aide. « Laissez-moi sortir !» crie la créature, sa voix brisée par la douleur coupant à travers le chaos de la bataille. Hatchan l'évite, regardant la créature avec un mélange de confusion et de pitié. Il ne pige pas pourquoi un monstre souffrirait autant. Malgré la pitié, il sait qu'il doit finir ce qu'il a commencé. Il s'apprête à porter un dernier coup, hurlant qu'il est temps pour la créature de disparaître. Il fracasse son poing dans le noyau du monstre, déclenchant une énorme explosion de lumière et d'énergie qui ravage tout le champ de bataille. L'impact est absolu, son poing brillant d'une intense énergie bleue alors qu'il fait mouche. L'espace environnant commence à se fragmenter comme du verre brisé, alors que le noyau scellé dans le monstre succombe enfin à sa puissance écrasante. Hatchan fixe le vide, abasourdi, ses yeux brillant d'une lumière bleue inquiétante alors qu'il pige la vérité absolue de ce qu'il voit. Au-delà du noyau qu'il vient de briser se trouvait un seau, avec les innombrables âmes de se piéger dans la pierre implorant son aide au milieu d'une brume rose obsédante. Dans un ultime craquement assourdissant, le reste du seau disparaît, laissant Hatchan seul dans les décombres. Wu Hatchan assène un coup monstrueux, faisant exploser la surface du noyau du monstre. Ce noyau est en réalité un seau, et il se brise comme un miroir sous ses yeux. Ce noyau est en réalité un seau, et il se brise comme un miroir sous ses yeux. L'éclat aveuglant se reflète dans ses yeux grands ouverts. Il se retrouve à flotter dans un vide obscur rempli de volutes d'énergie lumineuse. Une voix explique que si jamais un problème survient avec la pierre de scellement, la calamité piégée remontera à la surface. Un pointeur tapote sur un schéma montrant le cœur du désastre. Kyunghan explique que ce noyau lumineux est le corps principal de la calamité et son seul point faible. Hatchan regarde les volutes se rassembler dans le noir. Si ce foutu noyau est détruit, la calamité perdra sa forme et disparaîtra. Un garçon fantomatique apparaît dans la lumière, regardant Hatchan. Le garçon esquisse un petit sourire paisible, comme s'il reposait enfin en paix. D'innombrables âmes se dissolvent en petites bulles bleues, s'éloignant dans la nuit profonde. Hatchan et Miro atterrissent sur le sol craquelé alors que les esprits se dispersent progressivement. Hatchan s'arrête et dit qu'il vient de voir des visages de vraies personnes. Il demande à Miro si c'était les « amis » dont elle parlait. Elle confirme que c'étaient les âmes de gens morts à cause d'une terrible injustice. Miro explique que la pierre ne protégeait personne. C'était une putain de prison. Hatchan est choqué, incapable d'assimiler ce qu'elle veut dire par « piéger ». Miro regarde vers l'horizon et dit qu'un truc horrible s'est passé ici il y a longtemps. Une main cueille une petite fleur jaune dans la poussière. En tenant le pissenlit, Miro dit que c'est une tragédie qui n'aurait jamais dû arriver. Un flash soudain de violence tache le sol près des fleurs. Un jeune garçon gît mort dans la poussière, le sang coulant de son visage. Des soldats se tiennent au-dessus d'une fosse commune remplie de gens morts sans même savoir pourquoi. Miro révèle que la pierre a été construite pour couvrir ses crimes et enterrer la vérité. À l'époque, les assassins étaient terrifiés à l'idée que les âmes se soulèvent pour se venger. Alors ils ont utilisé la pierre pour lier les esprits et les garder sous terre. Mais plus l'injustice s'accumule, plus les âmes piégées pourrissent. Finalement, cette haine concentrée les transforme en monstres terrifiants. Une main spectrale géante s'extrait d'une faille dans la terre. Miro lâche la bombe. La pierre de scellement n'empêche pas la calamité, elle la crée. Hatchan essaie de protester, répétant les conneries que les gardes lui ont toujours servi. Miro le fixe, lui demandant s'il croit vraiment à la version officielle. Hatchan se tait alors que le poids de la vérité s'installe. Miro attend qu'il digère l'horreur. Elle lui dit de la suivre. Il y a un autre truc qu'elle veut lui montrer. Quelque chose se déplace à toute vitesse dans l'air nocturne. Miro vole devant, lui disant qu'ils vont prendre de la hauteur. Hatchan la suit de près,
l'esprit bouillonnant de questions alors qu'il s'éloigne. En regardant dans l'endroit où le sceau vient d'être détruit, l'énergie de la calamité s'est complètement évanouie sans laisser de traces. Hatchan observe en silence pendant que Miro explique ses motivations. Elle dit qu'elle ne veut qu'une chose, son aide pour sauver ses potes coincés sous terre. Hatchan demande si elle parle de détruire les noyaux comme il vient de le faire. Miro confirme, mais Hatchan avertit que pour que ça arrive, les calamités doivent d'abord remonter à la surface. Les relâcher tous en même temps signerait l'arrêt de mort du reste de la ville. Miro fait remarquer que les habitants sont déjà assez en danger comme ça. Les deux se tiennent sur la crête rocheuse, observant le paysage. Hatchan tressaille quand Miro tend la main vers lui. Miro explique que la pression augmente au-delà de ce que les pierres peuvent supporter. Une vision de la ville montre des veines d'énergie luminescentes parcourant les rues. Ils se tiennent au milieu des arbres, regardant la lueur menaçante sous les lumières de la ville. L'énergie continue de s'étendre, montrant comment les calamités voisines unissent leurs forces. Miro l'avertit que s'il ne les relâche pas un par un, ils vont tous surgir d'un coup. Sa demande ne concerne pas seulement ses amis. C'est aussi pour protéger les vivants. Hatchan a l'air tiraillé et demande pourquoi c'est à lui de faire ça. Miro le fixe avec ses yeux bleus perçants et lui dit qu'il est spécial. Elle s'approche, l'implorant encore une fois de l'aider. Miro tend la main, demandant s'il va enfin accepter de l'aider. Hatchan la regarde, le poids du choix se lisant sur son visage. Il cède enfin et lâche un « Ok, on va le faire ». Au loin, une caméra de sécurité sur un poteau crache des étincelles et s'éteint. L'objectif de l'appareil zoom avant d'être réduit en miettes. Il ne reste qu'une image saccadée de la zone abandonnée. Dans la salle des opérations de Dajon, l'équipe se démène pour surveiller la porte 3. Ils décident de laisser le village abandonné pour plus tard et de se concentrer sur les civils. La salle de contrôle est en ébullition pendant qu'ils traquent les rapports. Le manager Kang passe les portes, demandant des nouvelles de l'équipe technique. Un officier s'incline, signalant que Jérim les a contactés pour une mission. Un autre garde mentionne qu'un gamin a été blessé et demande une faveur à Kang. Kang soupire, disant qu'il s'assurera que le garçon soit réconforté. L'officier remarque que le manager a vraiment l'air de tenir à Hatchan. Kang balaie la remarque, bien qu'il admette que le gamin est comme un petit frère pour lui. Soudain, un officier déboule avec des nouvelles urgentes de Je me sens ri. Kang est choqué, vu que toute cette zone était censée être déjà verrouillée. Il se retourne brusquement, leur ordonnant de lui rapporter directement toutes les futures infos. Le bruit des bottes de Kang résonne sur le sol alors qu'il se dirige vers le bureau d'un haut dirigeant. Il s'identifie sur une ligne sécurisée, déclarant qu'il a des affaires urgentes pour le Premier ministre. Le Premier ministre le coupe direct, précisant qu'il a déjà lu le rapport. Sans prévenir, un cendrier en verre s'écrase sur le crâne de Kang. Le cendrier roule sur le sol pendant que le sang gicle, tout ça sous les yeux du mec dans la pièce. Fou de rage. Le Premier ministre le domine, bouillonnant de colère car le rapport indique qu'une des pierres de scellement a été détruite. Le Premier ministre montre un écran au manager Kang, pointant un nouveau problème urgent. Le sang continue de couler de la tempe de Kang alors qu'il reçoit l'ordre de retrouver le coupable. Le ministre pointe une image floue sur l'écran, ordonnant que l'individu soit arrêté. Le visage en sang, Kang écoute le Premier ministre exiger que la cible soit capturée, peu importe son identité. L'ordre strict résonne dans la pièce, soulignant la gravité de la situation. Dans le couloir, un jeune garde est choqué en voyant le crâne en sang de Kang. Balançant l'inquiétude, Kang essuie le sang et décide de convoquer une réunion d'urgence. Un appareil de communication spécial brille en bleu, signalant une convocation de haute priorité. Le message est discrètement envoyé aux chefs d'équipe les plus élites de la région. Une semaine plus tard au QG central de Dajon, l'attention se tourne vers les chefs de districts spéciaux. Une main s'avance pour ramasser un badge bleu lumineux sur un bureau. Un chef d'équipe aux cheveux argentés du niveau « District spécial » prend les commandes, prêt à traquer celui qui a brisé le sceau. L'histoire a toujours l'art d'enterrer ses vérités les plus sombres. Tout remonte à 1950, pendant la guerre de Corée. L'armée reprenait des territoires, mais ils ne combattaient pas juste des soldats ennemis. Ils ont massacré leur propre peuple sous prétexte de traquer des collabos. À mesure que la liste des victimes s'allongeait, des événements bizarres ont commencé à frapper ces zones. Pour contenir le bordel, des pierres de scellement ont été créées pour piéger ces esprits vengeurs sous terre. Mais ils n'avaient aucune putain d'idée du genre de désastre que ça allait causer. Dans les années 70, tous les dossiers officiels sur les pierres de scellement ont été, comme par hasard, perdus. Ignorés pendant des décennies, ces âmes piégées n'ont fait que gagner en puissance. Une fois qu'elles auront pris le dessus sur les pierres, elles briseront les barrières et inonderont la surface. Miro explique qu'elles sont toutes en train de se connecter là-dessous pour s'échapper ensemble. Si elles le font, c'est mort. Toute la région va exploser. Wu Hatchan réalise que les propres dossiers des gardes confirment cette théorie. Les schémas des catastrophes qui relient les villages ne sont pas une simple coïncidence. Mais une putain de question reste en suspens. Si les preuves sont juste là, comment la garde a pu ignorer la vérité? Si tout ça est vrai, ils doivent arrêter chaque catastrophe avant qu'il ne soit trop tard. Quand il demande à Miro comment elle sait tout ça,
Elle dit juste que c'est un secret. Soudain, une notification tombe sur son PC. Accès refusé. Le doc qu'il était en train de mater est subitement restreint. Il le lisait il y a une seconde, et maintenant il est complètement bloqué. Son accréditation vient de passer du niveau 3 à mise à l'épreuve. Il n'arrive pas à croire que ça arrive pile au moment où il a le plus besoin des infos. Puis son tel vibre. C'est un appel de Kyung-han. Ha-chan lui demande de vérifier s'il y a un bug système, mais Kyung-han dit que ce n'est pas une erreur. C'est la décision du manager. Un truc a dû se passer au QG. En gros, ils le mettent sur le banc et lui disent de prendre une pause dans ses fonctions. Il essaie encore d'accéder aux archives, mais l'écran indique qu'il n'est plus autorisé. Kyung-han demande si rester garde vaut vraiment tous ces risques. Ha-chan lâche une réponse courte et raccroche. C'est la merde. Miro demande ce qui cloche. En tant que garde en mise à l'épreuve, il a perdu l'accès à tous les dossiers utiles. Il n'est pratiquement plus garde que de nom, à ce stade. Miro ne capte pas pourquoi il stresse. Il a qu'à aller trouver les pierres et les casser. Ha-chan s'énerve contre elle, lui demandant si elle sait au moins combien il y en a là dehors. Il y en a des centaines. Il a besoin de trouver leur position et de surveiller les autres gardes. Il doit évaluer les niveaux de risque pour planifier une vraie stratégie. Il lui dit que foncer dans le tas à l'aveugle serait la connerie du siècle. Le manager a l'air carrément résolu à le tenir à l'écart. Puis il réalise que ce n'est pas comme s'il l'avait vraiment envoyé sur le terrain. De toute façon, l'évocation du terrain déclenche une nouvelle idée. Il y a un autre moyen. Il fixe l'écran, un plan prenant enfin forme. Ha-chan a enfin trouvé son ouverture. Pour redevenir un garde officiel immédiatement, il n'y avait qu'un seul moyen. Il a besoin de récupérer son accréditation, et il est prêt à tout pour ça. Au QG de l'équipe de terrain, les vestiaires bourdonnent de l'énergie habituelle d'après-mission. Un collègue s'approche et tend une bouteille d'eau à Shine Jerim. Il la félicite pour le taf acharné qui accompagne le fait d'être un garde de niveau 2. Mais Jerim se demande, qu'est-ce qui amène un membre de l'équipe technique jusque chez l'équipe de terrain? Il plaisante en retour en disant qu'elle demande ça comme s'ils étaient dans des gangs rivaux. Il en rigole, prétendant qu'il avait juste une affaire à régler dans le bâtiment. Les ragots autour d'eux tournent déjà autour de Ha-chan qui a perdu son statut de niveau 3. Tout le monde murmure, se demandant s'il est redevenu stagiaire ou s'il a juste disparu pour de bon. Le mec à lunettes met les choses au clair. Ha-chan n'a pas été viré. Mais la nouvelle info prend Jerim de court. Il passe officiellement à l'équipe technique. Il s'avère que Ha-chan a lui-même demandé son transfert il y a quelques jours. Le collègue mentionne que Ha-chan est étonnamment futé, donc il n'avait aucune raison de refuser. En plus, l'équipe tech est toujours en manque d'effectifs et cherche des bras. La garde est basiquement coupée en deux. L'équipe de terrain gère les désastres et les fragments de front. Et puis il y a l'équipe technique, qui se concentre sur la recherche et l'entretien des pierres de scellement. C'est un taf crucial, mais on le regarde généralement de haut comme un asile pour ceux qui ne supportent pas l'action. C'est le genre de département que la plupart des gens essaient d'éviter à tout prix. Alors que Jerim traverse le hall, elle ne capte absolument pas pourquoi Ha-chan serait volontaire pour une rétrogradation pareille. Perdue dans ses pensées, Jerim reste muette quand elle voit soudain Ha-chan planté juste devant elle. Sa coéquipière pensait qu'il allait chialer ou se plaindre, mais il a l'air plus calme que jamais. Son amie essaie de la ramener à la réalité alors qu'elle regarde Jerim, sans dire un seul mot, marcher droit sur le gamin. Elle demande à Ha-chan pourquoi il a été transféré à l'équipe technique. Jerim lui rappelle que c'est lui qui insistait pour rester dans l'équipe de terrain, quoi qu'il arrive. Elle se fout de lui, se demandant s'il a enfin repris ses esprits après s'être fait secouer à la dernière mission. Ha-chan reste silencieux, ne laissant pas ses provocations l'atteindre. Il hausse simplement les épaules sans s'engager, comme si c'était de l'histoire ancienne pour lui. Il les salue de la main et leur souhaite bonne chance, tout en continuant vers la sortie. L'autre fille avoue qu'il agit vraiment bizarrement aujourd'hui. Puis elle retourne la situation, taquinant Jerim sur son intérêt pour les affaires de Ha-chan. Jerim se contente de ricaner, clairement frustré qu'il n'ait pas pété un câble comme à son habitude. Le soleil se couche sur la ville alors que Shine Jerim se demande ce que Ha-chan cache exactement. Elle le suit dans les rues, gardant ses distances pendant qu'il marche, apparemment sans s'en rendre compte. Jerim se planque derrière un coin de mur, les yeux rivés sur lui, essayant de comprendre son petit jeu. Ha-chan continue de marcher dans la soirée, la faisant s'interroger sur l'endroit où il peut bien aller si tard. Ses pas réguliers résonnent dans la rue calme. Jerim cale son rythme sur le sien, marchant à pas de loup pour ne pas se faire repérer. Ils arrivent dans une ruelle déserte, blindée de panneaux d'avertissement et de rubans jaunes. Ils s'arrêtent une seconde, checkant les environs avant de foncer droit vers la zone interdite. Avant qu'elle ait pu cligner des yeux, Ha-chan franchit la clôture d'un bond net. Jerim a du mal à réprimer un cri de surprise en se cachant derrière un mur. Il atterrit de l'autre côté et continue d'avancer, plus profondément dans la zone interdite. Elle l'observe depuis les ombres, paralysée un instant alors qu'il disparaît de sa vue. Puis ça la frappe. Pourquoi est-ce qu'elle se cache? Elle n'a rien fait de mal. Malgré tout, elle n'arrive pas à se défaire du sentiment qu'il va encore se foutre dans une merde noire. Secouant son hésitation, Jerim s'avance,
déterminée à voir où tout s'amène. L'endroit est un vrai dépotoir, un bordel de vieilles bagnoles et de béton en ruine. Elle sort à découvert, regarde autour d'elle, mais il a déjà disparu. Hatchan est en fait planqué juste au coin, perplexe quant à la raison pour laquelle Jérim le suit soudainement. Le petit nuage Miro lâche un soupir, ayant l'air tout aussi blasé que d'habitude. Les cheveux de Hatchan commencent à briller d'un bleu vif alors qu'il puise dans son pouvoir, voulant expédier l'affaire. Changement de scène. Une notification apparaît. Encore une putain de réunion urgente au QG de Dajon. Quelqu'un marmonne qu'il commence vraiment à détester cet endroit. Au QG, un chef d'équipe fixe ses écrans, saoulé que personne ne l'ait prévenu pour la réunion. Kyung-han entre et remet les rapports du jour, essayant de rester pro. Le boss les prend, demandant s'il s'est passé un truc louche depuis hier. Baek Kyung-taek regarde le profil de Hatchan sur un écran, le reconnaissant comme le gars auquel le manager tient. Kyung-han explique que Hatchan a officiellement demandé un transfert vers l'équipe technique. Le manager note que, bien que le gosse ait semblé passionné par le terrain, il est étonnamment perspicace. Kyung-han demande s'il doit refuser, mais le manager dit qu'ils ne sont pas en position de recaler du monde. Le directeur général Baek Kyung-taek affiche un sourire narquois en lisant le dossier. Il lui dit de l'approuver sur le champ. Après tout, ils vont devenir de la famille maintenant. De retour à son spot d'entraînement, Hatchan lâche une énorme explosion d'énergie bleue. Il se pousse à bout pour être juste un peu plus fort, se concentrant à fond. Une autre explosion secoue la zone, mais ce n'est pas vraiment ce qu'il recherche. Au lieu de juste frapper fort, il essaie d'apprendre comment projeter de l'énergie. Il concentre la lumière bleue dans sa main, les yeux luisants alors qu'il se prépare à la balancer. Un immense rayon de lumière fend les airs, ce qui a tout d'une attaque de dingue. Mais en la regardant, Hatchan réalise qu'il y a un truc qui cloche. L'énergie percute juste un arbre et s'éteint, perdant sa forme presque instantanément. Il reste planté là, frustré, se demandant pourquoi il ne peut pas juste tout péter à coups de poing comme d'habitude. Miro flotte à côté avec un air perplexe. Alors Hatchan lui explique que dans ce monde, ne compter que sur la force physique à ses limites. Il lui explique que le rang d'un garde dépend de sa capacité à manifester son pouvoir sous différentes formes. En ce moment, il n'utilise même pas la moitié de ce dont il est capable, et c'est clairement en train de le crever. Hatchan réfléchit à son entraînement, réalisant qu'il n'a pas encore compris comment matérialiser son énergie comme les autres. Il serre le poing, pensant aux 3 trucs majeurs qu'il a appris lors de ses sessions nocturnes secrètes. D'abord, ses cheveux bleus fluo font office d'indicateur de batterie pour son niveau d'énergie. Et heureusement, il n'a pas besoin de toucher Miro en permanence pour rester chargé. Ensuite, contrairement à tous les autres gardes qui peuvent transformer leur énergie en objet ou en attaque à distance, il est bloqué sur des frappes physiques directes. Et puis il y a le 3e truc, qu'il a encore du mal à capter complètement. D'où vient exactement la source de pouvoir que Miro lui transfère? Comme il s'en doutait, les résultats de son entraînement deviennent de plus en plus évidents. Miro regarde sur le côté, reconnaissant que la puissance brute du gosse dépasse de loin tout ce qu'on pourrait imaginer. Soudain, une gigantesque vague d'énergie bleue jaillit de lui, faisant trembler toute la zone. L'explosion est aveuglante, ravageant le paysage abandonné avec une force incroyable. Un dragon bleu géant et éthéré se matérialise à partir de l'énergie, rugissant dans le ciel nocturne. Hatchan se tient au centre de la tempête, l'énergie tourbillonnant autour de lui dans une démonstration de puissance terrifiante. Mais il avait juste tendu le bras et balancé un seul coup de poing quand le monstre a explosé, bien qu'il sache qu'il y a plus que ça. Il a trouvé. Le vrai corps est caché juste là. Avec un dernier ordre, il envoie l'énergie déferler sur la cible. Une fois la poussière retombée, il saute au calme sur une Miro géante et moelleuse et s'arrête pour la nuit. Miro, par contre, déteste être prise pour une monture. Il dit à Miro d'arrêter de se plaindre, parce qu'ils doivent faire vite. De retour en ville, les gratte-ciel dominent les rues silencieuses alors que le service de nuit commence. Le lendemain matin, des apprentis s'étirent et ricanent à propos d'un mystérieux inconnu. La rumeur dit qu'un mec s'amuse à péter les pierres de scellement près de Dajon. Les filles se demandent si c'est juste un mythe. Elle demande à Jérim si elle sait un truc là-dessus, mais elle joue l'ignorance et dit que non. Juste après, Kyung-han appelle Hatchan, ayant l'air d'avoir des nouvelles. Il annonce à Hatchan que sa demande de transfert vers l'équipe technique a bien été approuvée, et son rang est passé à la 3e classe. Hatchan est refait, bien que Kyung-han soit surpris qu'une seule semaine ait suffi pour tout valider. Kyung-han demande pourquoi il a soudainement changé de voie alors qu'il était si déterminé à rester sur le terrain. Hatchan esquive la question, prétextant qu'il a dû faire face à la réalité. Jérim l'observe de loin, les yeux plissés, se demandant ce qu'il trame réellement. Kyung-han lui dit de le suivre pour apprendre les ficelles du métier en attendant qu'on lui confie ses missions spécifiques. Hatchan accepte, bien que Jérim rôde toujours en arrière-plan, le surveillant de très près. Il affiche un sourire confiant, clairement satisfait que son plan se déroule comme prévu. Les soupçons de Jérim ne font que croître alors qu'elle continue de le pister. Le bruit de quelqu'un qui traîne des pieds attire son attention. Dans une salle calme, Hatchan s'affaire à rassembler des livres et des documents, filant tout droit vers les archives. Miro est déjà crevé, mais Hatchan insiste,
il doit y aller en personne pour récupérer les dernières infos. Il dit à Miro de rester là et qu'il sera de retour en un rien de temps. Miro le regarde partir, se demandant s'il va vraiment s'en sortir tout seul. Elle mentionne qu'il devait avoir une putain de bonne raison pour vouloir à tout prix rejoindre l'équipe de terrain au départ. Il marque une pause, admettant que même si c'était vrai, il a pigé qu'il y a un truc bien plus important maintenant. Il lui dit de bien fermer à clé pendant que Miro râle sur le fait que ça va être chiant à mourir. Miro flotte au milieu du bordel, traitant Hatchan de menteur dans sa barbe. Hatchan porte sa pile de dossiers, se disant que c'était étonnamment facile de changer de département. Travaillant seul dans les archives, il repense au fait qu'il a déjà détruit 3 pierres de scellement pendant ses entraînements secrets. Hatchan réfléchit à ses actions récentes, sachant pertinemment qu'il a brisé des pierres de scellement abandonnées pendant son entraînement secret. Il réalise que même si la garde a des données sur ces incidents, il ne les rendrait sûrement pas publiques pour éviter un chaos général. Il fait défiler les dossiers, notant que le système n'enregistre même pas les apparitions de fragments dans ces zones spécifiques. Il s'adosse à sa chaise, se demandant s'il doit considérer ce manque de surveillance comme un coup de bol monstrueux. Son esprit dérive vers le passé, et les souvenirs de ce qui l'a poussé sur cette voie commencent à refaire surface. Il se rappelle de la voix du chef d'équipe lui demandant s'il va vraiment bien, vu comment il risque tout juste pour rejoindre l'équipe de terrain. Ouais, il y avait une raison, pense-t-il, le regard adouci alors que le flashback prend le dessus. 1 an plus tôt, dans un hôpital de la ville, les graines de son destin actuel ont été plantées. Un médecin explique à un garde que le corps du gamin va bien, mais que ses souvenirs ont presque tous disparu, à part son nom et le trauma d'un désastre survenu 2 ans plus tôt. Park Young-moon regarde le garçon sur le lit d'hôpital, se demandant si cette perte de mémoire est une bénédiction ou une malédiction. Le gamin lève les yeux, reconnaissant la silhouette qui se tient devant lui. Il se souvient du poids écrasant des décombres et du chaos de cette journée d'il y a 2 ans. « C'est vous qui m'avez sauvé, pas vrai ?» demande-t-il, se rappelant de la silhouette de l'homme se découpant sur les flammes. Il se souvient d'avoir été arraché des mâchoires d'un monstre géant par cet inconnu. Curieux, il pose des questions sur les gardes qui protègent les gens de ces horreurs. Avec de grands yeux, il demande s'il est possible pour quelqu'un comme lui de devenir un garde un jour. Young-moon révèle qu'un autre membre de son équipe a ressenti le même potentiel de puissance chez le garçon. Excité et plein d'espoir, le gamin demande s'il pourra vraiment devenir comme son sauveur quand il sera grand. Il attend la réponse en retenant son souffle, les yeux rivés sur le mec qui lui a donné une seconde chance. Young-moon regarde le petit, plein d'entrain, avec une expression douce sur le visage. Il pose une main sur la tête du garçon et lui dit que bien sûr, c'est possible. Avec un sourire chaleureux, Young-moon dit qu'il a hâte de voir ce jour arriver. Il dit au gamin qu'il s'attend à le voir devenir le plus grand de tous les gardes. De retour dans le présent, Hatchan se prend la tête entre les mains dans les archives sombres, se rappelant que cette époque est révolue depuis longtemps. Il continue ses recherches, sachant qu'il ne peut pas se permettre de demander conseil à Young-moon ou à d'autres gardes si l'organisation cache la vérité. Il craint que si les huiles sont impliquées dans une dissimulation, personne ne prendra jamais son parti. Soudain, une entrée spécifique attire son attention. Un résumé mentionnant un « groupe de libération ». Le rapport indique que l'équipe de terrain de Busan n'a encore trouvé aucune putain d'infos utiles sur ce groupe mystérieux. Surpris par sa trouvaille, il attrape ses affaires en vitesse, retourne dans sa chambre et appelle Miro, ayant besoin de se tirer de là immédiatement. Il galère avec la porte, désespéré de discuter de cette nouvelle piste, mais il tombe sur une scène hallucinante. Coincé sous un énorme tas de poils qui n'est autre que Miro, Shin-Jerim est cloué au sol, ayant l'air complètement dépassé par les événements. Miro, en sueur, jette un regard paniqué à Hatchan, se demandant comment ils vont bien pouvoir se sortir de ce pétrin. Miro se réveille d'une sieste, se sentant encore bien dans les vapes. La petite entité nuageuse entend un cliquetis à la porte et suppose que son partenaire est de retour. Flottant vers l'entrée, il ouvre la porte et se fout de la gueule du mec pour avoir oublié son mot de passe. Mais au lieu de Hatchan, il se retrouve nez à nez avec Shin-Jerim. Tous les deux se figent, complètement sous le choc, alors que le secret vient d'être balancé au grand jour. Un fracas monumental résonne dans la pièce alors que la meuf s'écrase lourdement au sol en un clin d'œil. Jerim se retrouve face contre terre pile au moment où Hatchan débarque enfin. Il commence direct à gueuler sur Miro pour avoir décidé de plaquer au sol une pure inconnue. Il se prend la tête à 2 mains de pure frustration, réalisant que sa vie vient juste de devenir 1000 fois plus compliquée. Miro essaie de se défendre, transpirant à grosses gouttes tout en expliquant sa version des faits. Hatchan recule en panique quand la meuf par terre commence à bouger. Jerim ouvre lentement les yeux, la tête tournant encore à cause du choc. Hatchan essaie de jouer la carte du mec cool et lui fait un petit signe de la main complètement maladroit. Miro vibre littéralement d'anxiété en arrière-plan. Jerim n'avale pas la pilule une seule seconde, bondissant sur ses pieds et pointant un doigt accusateur vers lui. Avant qu'elle ne puisse alerter tout le bâtiment, Hatchan fonce et lui plaque la main sur la bouche. Il la supplie de la fermer, admettant qu'il a un tas de trucs à lui expliquer. Elle le repousse en le mordant,
se frottant la main et le traitant de gros pervers. Elle exige une explication immédiate sur le truc qu'il cachait dans sa chambre. Hatchan essaie de retourner la situation, lui rappelant que c'est elle qui s'est introduite par effraction dans son espace privé. Elle s'en tape royalement, disant à Hatchan d'arrêter de dire des conneries. Poussé par une pure curiosité, Jérim tend la main et attrape la petite entité nuageuse. À la seconde où elle le touche, une décharge d'énergie brute la frappe, envoyant son esprit vriller complet. Comme un mécanisme de défense corporelle, elle se met à vomir de façon incontrôlable, le renvoi brillant dans un arc-en-ciel de couleurs. Hatchan se tourne vers Miro, exigeant de savoir ce qu'il vient de lui faire. Bordel. Jérim s'effondre par terre alors qu'une flaque d'énergie colorée se forme autour d'elle. Miro explique que son pouvoir est tout simplement trop lourd à encaisser pour un humain normal. La meuf lutte pour se remettre sur pied, le traitant de sale gamin entre ses dents serrées. Malgré l'énorme choc qu'elle vient de se prendre, elle est sur le point de lui sauter à la gorge, mais Hatchan a un coup d'avance, décidant de frapper le premier pour la faire taire. Jérim galère à repousser les coups de Hatchan, tandis que Miro est coincé pile entre deux. L'impact énergétique lui a clairement retourné l'estomac, lui donnant l'impression qu'elle va encore gerber. Hatchan se tait un instant, sachant pertinemment qu'elle ne l'a jamais blairé. Il décide de tenter le coup et lui demande de faire comme si cette soirée n'avait jamais existé. Jérim s'essuie la bouche, les yeux brûlants avec un regard d'une intensité terrifiante, exigeant que Hatchan crache le morceau d'abord. Hatchan tient un Miro qui a l'air complètement groggy, jurant qu'il n'a pas caché l'entité exprès. Jérim sait très bien que Hatchan mijote un truc louche. Elle a capté qu'il est bien trop têtu pour juste rester le cul posé sur une chaise après avoir rejoint l'équipe. Elle commence à le tailler en pièces, lui disant qu'il perd son temps avec ses petits jeux à la con. Hatchan trouve ça un peu flippant qu'elle épie le moindre de ses mouvements de si près. Elle s'approche, menaçant de le balancer aux autorités s'il ne commence pas à cracher le morceau. Elle le fixe, se disant qu'il cache bien son jeu et qu'il y a anguille sous roche. Elle pige qu'il est peut-être beaucoup plus vif qu'il n'en a l'air. Hatchan la regarde, se demandant s'il doit utiliser la force pour l'empêcher de jacter. Jérim demande à Hatchan s'il compte vraiment s'accrocher à cette boule de poil chelou pour le restant de ses jours. Hatchan soupire, réalisant qu'elle ne gobera rien de ce qu'il lui dira comme ça. Il se tourne et chuchote à l'entité flottante, demandant s'il est même possible que quelqu'un d'autre utilise ce genre de pouvoir. Miro explique que ce serait inutile de toute façon, puisqu'aucun corps normal ne peut supporter une telle pression. La suspicion de Jérim ne fait que grandir en les voyant chuchoter entre eux. Cédant à l'inévitable, Hatchan lui dit de se préparer parce qu'il va tout lui déballer. Il lui dit qu'elle doit venir avec lui si elle veut voir la vérité. Avant qu'elle puisse protester, Jérim se retrouve à hurler alors qu'il décolle dans le ciel nocturne. Miro les transporte au-dessus de la ville, ignorant complètement les hurlements frénétiques de la meuf. Hatchan lui dit de garder ses remarques désobligeantes pour elle, pendant qu'elle supplie désespérément qu'on la redescende. Ils descendent vers une partie en ruine de la ville, et Hatchan pointe leur destination. Jérim est furax, exigeant de savoir pourquoi il s'infiltre dans des zones interdites et dangereuses. Il ignore sa colère et lui demande si elle n'a jamais pensé que l'ordre du monde actuel semblait un peu pété. Une carte de la ville montre une douzaine de pierres de scellement éparpillées dans la zone, soi-disant pour empêcher les désastres. Hatchan se demande à voix haute quand est-ce que ces putains de désastres ont commencé à apparaître. Pour commencer, il se demande comment c'est possible que quelqu'un connaisse l'emplacement exact et l'ampleur de tant de menaces enterrées. Jérim ricane, lui disant qu'elle n'a pas de temps à perdre avec ses théories du complot à 2 balles. Hatchan lui rétorque qu'elle va devoir trouver le temps, alors qu'ils atterrissent dans la poussière. Ils arrivent à la lisière d'un village abandonné, et Jérim demande ce qu'ils foutent là. Miro change de forme pour devenir une petite fille lumineuse, prenant Jérim de court une fois de plus. L'énergie autour d'eux monte en flèche alors que Hatchan se prépare à lui montrer un truc indéniable. Il lui dit de ne pas flipper et de juste regarder en silence pendant qu'il s'approche d'un énorme pilier de pierre. Jérim regarde, horrifié, Hatchan marcher vers la pierre sombre, se demandant ce qui se passe. Hatchan fonce, le poing brillant de puissance alors qu'il se prépare à frapper. L'impact envoie une onde de choc massive à travers la zone, illuminant la nuit. Jérim est projeté en arrière par la force de l'explosion, se protégeant les yeux. Miro flotte près d'elle, lui demandant si elle est vraiment l'amie de Hatchan. Le sol se fissure sous l'intensité du pouvoir déchaîné. Miro dit à la meuf que si elle veut vraiment connaître la vérité, elle doit commencer à croire en Hatchan. Hatchan pulvérise la pierre, envoyant une onde de choc d'énergie rose partout. Miro intervient, disant à Jérim qu'il n'est pas le méchant. Elle dit que c'est elle qui lui a demandé de faire ça pour sauver ses amis. Jérim fixe le désastre massif et palpitant. Elle veut savoir s'il y a un moyen de voir concrètement ce dont Miro parle. Hatchan lève la main et la presse contre ses yeux, curieux de savoir à quoi ressemblent ses amis à travers les yeux d'un humain ordinaire. La petite entité explique que s'il concentre son pouvoir directement dans les yeux de Jérim, ça pourrait marcher. Miro promet d'aider Jérim à voir et commence à canaliser son énergie en elle. Miro s'accroche à elle,
lui disant de rester concentré. Elle dit à Jérim de regarder bien attentivement. Les yeux de Jérim s'illuminent d'une lueur bleue éclatante alors que la capacité prend effet. Après le coup de grâce de Tachan, l'entité du désastre entre en éruption dans une lumière aveuglante, libérant les âmes piégées et révélant enfin sa vraie forme. Hatchan atterrit avec souplesse, restant complètement imperturbable même après avoir libéré une quantité de pouvoir aussi dingue. Il entend quelque chose et jette un coup d'œil en arrière, clairement surpris. Jérim a le souffle coupé. Elle n'arrive pas à croire ce qu'elle voit. Des esprits commencent à flotter hors du monstre, de vraies personnes piégées à l'intérieur du désastre. Elle est complètement secouée. Elle réalise qu'elle n'avait aucune idée de ce que Tachan foutait réellement depuis tout ce temps. Hatchan se lève et lui dit que c'est ça la sombre vérité derrière chaque désastre. Il dit que c'est un secret que le monde ignorait ou ne voulait tout simplement pas admettre. Il propose de tout lui expliquer, pendant que Jérim reste planté là à essayer d'assimiler l'horreur de la situation. La regardant droit dans les yeux, il lui demande son aide. Quelqu'un ouvre une porte, nous ramenant à un souvenir. Dans une chambre d'hôpital, Jérim regarde un Hatchan plus jeune faire ses sacs pour partir. Elle est choquée de le voir là et l'appelle par son nom. Hatchan s'arrête et la regarde avec une expression vide. Il n'a aucune idée de qui elle est et demande simplement qui elle est censée être. Une pancarte sur la porte confirme qu'il souffre d'amnésie. Un membre du personnel lui dit que ce n'est pas surprenant. Hatchan est resté dans le coma pendant 2 années entières. Jérim n'arrive pas à imprimer. Elle demande pourquoi il est resté dans le coma aussi longtemps. Elle demande s'il a obtenu des capacités, mais le type lui répond qu'ils n'ont aucun moyen de le savoir pour l'instant. Il mentionne que ça ne fait même pas 10 ans que les désastres et les gardes sont apparus. Jérim devient silencieuse. C'est un rappel de la façon dont ils ne comprennent quasiment rien à leur propre monde. L'homme demande s'ils étaient amis dans leur région d'origine. Elle élude la question, disant qu'ils allaient juste dans le même bahut. Elle essaie encore une fois, lui attrapant le bras et demandant s'il ne se souvient vraiment pas d'elle du tout. Mais en le regardant, elle est persuadée qu'il ment. Ae-chan se contente de la fixe. Les gardes obtiennent généralement leur pouvoir après avoir survécu à un désastre. Et en 2025, Gwangju a été frappé par la pire catastrophe depuis l'incident de Séoul. Des milliers de civils ont été tués. De retour dans le présent, Hatchan marche dans le parc la nuit. Il se souvient que lui et Jérim ont été les seuls survivants à s'éveiller en tant que garde après ce merdier. Il ramasse une fleur isolée, alors que Miro lui demande s'il est sûr de vouloir laisser Jérim partir comme ça. Miro s'inquiète de savoir si les choses vont bien se passer après l'avoir laissé filer. Hatchan dit qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu. Maintenant, c'est à elle de se faire son propre avis. Miro fait remarquer que Jérim a carrément l'air de le détester. Hatchan ne s'en fait pas. Il pense qu'elle est assez intelligente pour ne pas laisser ses sentiments personnels l'aveugler. Hatchan reste ferme, précisant que ce n'est que son point de vue sur les choses. De son côté, Jérim court sans but, l'esprit embrouillé par le choc et l'incrédulité. La narration de Hatchan suggère que malgré l'animosité, les choses ne sont peut-être pas aussi simples qu'elles en ont l'air. Jérim n'est pas encore prête à accepter sa vérité, sentant qu'il y a un truc qui cloche. Un lourd silence s'installe entre Hatchan et la petite entité nuageuse. Soudain, Hatchan pète un câble, attrapant Miro et exigeant de savoir pourquoi elle a laissé Jérim voir ça. Miro s'excuse d'un ton taquin, pendant que Hatchan bouillonne de frustration pure et dure. Un flash de lumière déclenche un souvenir profond et perturbant pour Jérim. La voix de quelqu'un transperce le silence, lui disant de se réveiller alors qu'elle fixe la scène avec horreur. Elle voit une vision sanglante d'un Hatchan plus jeune implorant de l'aide, lui disant qu'elle doit survivre. Les yeux du garçon dans son souvenir sont remplis de pur désespoir. Les yeux de Jérim s'écarquillent alors qu'elle est ramenée brutalement au présent. Un des tentacules du monstre fonce sur elle, mais son corps réagit d'instinct, esquivant le coup juste à temps. Son coéquipier, qui se bat à ses côtés contre une ombre, lui gueule dessus et demande si elle a perdu la tête pour être aussi distraite. Elle ne répond pas, se contentant de serrer son poing lumineux avec une intensité focalisée. Elle canalise son pouvoir sur la cible, libérant une explosion massive d'énergie pour se vider la tête. L'autre garde est perplexe, se demandant quelle mouche l'a piqué aujourd'hui. Elle l'envoie balader, prétendant qu'elle est juste crevée, tandis qu'il mentionne qu'il n'a pas pu la joindre de toute la nuit. Il décide de plier bagage pour aujourd'hui puisqu'il n'y a plus de taf à faire. Il passe devant un énorme cratère fumant là où se trouvait un bâtiment avant. Son partenaire lui apprend que Je me sens a été complètement scellé maintenant. Il suppose que la pierre de scellement a fini par lâcher, forçant tout le monde à rester à l'écart. Il se penche vers elle, partageant quelques rumeurs qu'il a entendues traîner. Ça jase comme quoi quelqu'un s'amuse délibérément à péter les pierres de scellement. Jérim répète les mots de son coéquipier, tandis que dans sa tête, elle a déjà ciblé Hatchan comme étant le mec derrière tout ça. Jérim joue la carte de l'indifférence, disant qu'il y a plein de tarés dans ce monde. Son partenaire se demande s'il ne s'agit pas d'une secte qui se cache derrière ses attaques. Elle reste silencieuse, serrant les poings en pensant aux gens qui se tuent à la tâche pour un mensonge. Rongée par le doute,
Jérim se rend seul sur le site de Jemsan pour voir ça de ses propres yeux. Le ciel au-dessus des ruines est d'un rose brumeux et maladif. Elle s'approche en douce et plonge son regard dans le trou béant laissé par la pierre de scellement pulvérisée. Ça fait 9 jours depuis l'incident, et Jérim est là pour vérifier les faits. Elle fixe la fosse profonde, cherchant le moindre signe du désastre habituel. Mais que dale. Pas de fragments, pas de monstres, juste un silence de mort. Elle pige que si Hatchan était vraiment un méchant, cet endroit grouillerait de monstres. Elle repère une caméra de sécurité balancée dans les décombres. De retour dans sa chambre, elle insère la carte mémoire dans son ordi pour découvrir la vérité. Tard dans la nuit, elle est assise seule dans le noir, regardant les images en boucle. Elle trouve les fichiers exacts de la nuit où la pierre a été détruite. Se rappelant cette journée, elle demande à Hatchan pourquoi il a osé lui faire confiance avec tout ça. Hatchan la regarde, disant que son visage lui rappelle l'expression que « il avait toujours ». Il demande si elle est enfin curieuse de savoir ce qu'elle a loupé pendant tout ce temps. Il peut lire le malaise dans ses yeux. Le sentiment de savoir qu'un truc cloche mais de devoir suivre les ordres quand même. Un écran brouillé et plein de parasites remplit la chambre de Jérim alors qu'elle réfléchit à l'identité de la personne sur laquelle elle enquête. Elle est assise seule à son bureau dans le noir, les mots de Hatchan résonnant encore dans sa tête. Il l'avait laissée face à un choix, promettant de tout lui dire une fois qu'elle aurait enfin pris sa décision. Pendant ce temps, Hatchan est de retour chez lui, se rongeant les ongles dans une crise d'angoisse monumentale. Il part en vrille, remettant en question son propre jugement et se demandant pourquoi diable il a décidé de lui faire confiance. Miro observe avec inquiétude Hatchan perdre les pédales, persuadé que sa vie est foutue si la nouvelle se répand. Il vibre littéralement d'énergie nerveuse, les yeux écarquillés et paniqués. Il envisage de simplement se tirer, se disant qu'ils ont peut-être une chance de survie s'il fuit maintenant tout de suite. Puis, sa panique prend une tournure plus sombre, alors qu'il se demande s'il ne serait pas plus sûr de se débarrasser de Jérim avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit. Soudain, un grand coup à la porte le fait sursauter de fou. Il jette un coup d'œil prudent par l'entrebâillement, le visage pâle de terreur. Avant même qu'il ne capte qui c'est, Jérim déboule dans la pièce, le prenant complètement au dépourvu. Elle l'attrape direct par le callback, avec une expression féroce et autoritaire. Elle fait la liste de toutes les régions qu'il a visitées, Jemsan, Jiryang, Uksok, prouvant qu'elle a pisté à la trace. Elle lui révèle la vérité choquante qu'elle a découverte. Aucun nouveau désastre n'est apparu dans ces endroits depuis que les pierres ont été brisées. Hatchan n'en croit pas ses oreilles, scotché qu'elle soit allée vérifier chacun de ces foutus sites en personne. Jérim n'y va pas par 4 chemins, lui disant à quel point elle déteste sa façon têtue et suicidaire de gérer les choses. Hatchan se tait, le poids de ses mots s'installant alors qu'elle le domine. Il lève les yeux vers elle, sa panique remplacée par une lueur d'espoir ou peut-être juste de résignation. Jérim se redresse, lui offrant une dernière chance de s'expliquer et de la convaincre de sa cause. Elle met les choses au clair. C'est sa seule chance avant qu'elle n'aille faire un rapport complet à ses supérieurs. Hatchan sent une vague de soulagement l'envahir alors que la menace immédiate d'être balancée s'estompe. Il l'invite à s'asseoir, sachant que l'histoire qu'il s'apprête à raconter va prendre une plombe. Jérim le regarde comme s'il avait complètement pété les plombs, demandant s'il s'attend vraiment à ce qu'elle gobe son histoire. Hatchan avoue que ça a l'air dingue, mais il ne recule pas. Elle fait remarquer que si les pierres étaient vraiment la source du problème, il est impossible que les gardes soient aussi paumés à ce sujet. Hatchan se contente de la fixer, laissant le silence répondre à sa place un instant. Jérim pige ce qu'il insinue, que les huiles connaissent peut-être bien la vérité. L'histoire officielle dit qu'enlever une pierre laisserait juste un désastre rayer la ville de la carte. En gros, ils sacrifient la paix à long terme pour la stabilité en carton qu'ils ont bâti. Jérim commence à ressentir le poids de tout ça, réalisant à quel point le secret que porte Hatchan est lourd. Hatchan l'observe, attendant de voir si elle va vraiment l'écouter. Elle évoque des endroits comme Séoul et Gwangju, où les pierres ont disparu mais où les choses sont censées être sûres. Elle ne capte pas pourquoi il continuerait à mentir sur le danger de ces zones s'il n'y a rien à y gagner. Hatchan devine que c'est juste une tactique pour éviter que les gens ne cèdent à la panique. Toute cette situation commence à lui refiler une putain de migraine. Miro flotte là, l'air aussi paumé que tout le monde. Jérim l'avertit que les rumeurs sur son petit passe-temps de briseur de pierres se répandent déjà parmi les gardes de Dajon. Hatchan sait que les cadres sont probablement déjà en train de flairer sa piste. Elle trouve qu'il est beaucoup trop relax avec son plan de défoncer la moindre pierre de scellement. Elle énumère le cauchemar logistique, les évacuations, les gardes furax et les vrais désastres à gérer. Jérim lui demande cash s'il pense vraiment pouvoir réussir ça tout seul. Cette question le fait clairement stopper net et réfléchir une seconde. Il se retourne, ayant l'air d'être enfin prêt à passer aux choses sérieuses. Jérim suggère que s'il compte aller jusqu'au bout, il aura besoin d'un petit coup de main. Hatchan l'appelle par son nom et dit qu'il est temps de faire passer les choses au niveau supérieur. Puis, il lui tend une épaisse liasse de documents. Transition vers Jongwon, une petite ville agricole tranquille qui s'apprête à passer une journée sacrément bruyante. Il est 5 heures, et le couvre-feu est strictement appliqué pour tous les habitants. Les gardes terminent leur appel, confirmant que tout le monde est bien planqué dans sa chambre. Un des plus jeunes se plaint de l'ennui mortel d'un endroit pareil,
sans même à marcher dans le coin. Son aîné lui dit de redescendre sur terre, lui rappelant que c'est une zone militaire classifiée pour une bonne raison. Apparemment, une fois muté ici, le seul moyen de retourner en ville, c'est un transfert vers une région restreinte. Il commence à papoter sur le grand malade, qui s'amuse à péter les pierres de scellement. Les rumeurs disent que le type est assez prudent pour ne cibler que les zones abandonnées. Le garde plus vieux se demande si le mec est enfin devenu assez avide pour s'attaquer à une zone peuplée. Une explosion massive d'énergie bleue déchire soudainement l'air. Les gardes sont à deux doigts de se faire surprendre par l'onde de choc. Ils se remettent sur pied en vitesse, hurlant pour savoir qui attaque. Et le voilà. Le taré cupide dont il venait de parler. Hatchan se tient pile au sommet de la pierre, portant Miro comme une sorte de masque vivant. Il leur dit qu'il leur rend un putain de service en les renvoyant à Dajon. Les gardes se moquent de son masque chelou et lui ordonnent de descendre immédiatement. Il ne les écoute pas, balançant son poing droit dans la pierre de scellement. À travers le masque de nuage, son œil brille avec une intensité suffisante pour leur faire piger qu'ils ne comprennent vraiment pas ce qui se passe. La pierre de scellement commence à se fissurer, et les alarmes d'urgence hurlent à tout le monde de dégager tant qu'il en est encore temps. Un des gardes appelle frénétiquement pour demander du renfort et un ordre d'évacuation immédiat. Hatchan est juste posé au calme sur la pierre brisée, demandant une petite faveur au garde. Il dit au mec de s'assurer que la rumeur se répande sur le fait qu'un taré s'amuse à casser des pierres de scellement. Le garde tremble, se demandant quel peut bien être son putain de but. Il lui balance la dure vérité. Il est là pour libérer le désastre. Il ne va pas s'arrêter là. Il compte toutes les pulvériser sans exception. La scène bascule sur un cadre beaucoup plus formel alors que des bruits de pas résonnent dans un couloir. Une porte s'ouvre sur une salle de conférence où une réunion de la plus haute importance s'apprête à démarrer. Tous les gros bonnets des différentes équipes régionales de garde sont enfin réunis au même endroit. Le boss de Busan, Wang Shujiol, est là, avec son allure de vétéran endurci. Il fait remarquer que ça fait un bail qu'ils ne se sont pas tous croisés, donc ça doit être un truc énorme. Baek Kyung-taek s'adosse à sa chaise, plaisantant sur le fait qu'on les a fait venir pour des conneries. Un autre leader lui dit de surveiller son attitude et de montrer un peu de respect pendant la réunion. Amna Kyung, la boss de Ganyang, remarque que le manager de l'équipe d'ingénierie est encore aux abonnés absents. Yeo Jaewan, le chef d'équipe générale de Jeju, suppose que le type est juste reparti en voyage d'affaires. Ils ont l'air de se foutre pas mal d'où est le manager, tant qu'il fait son boulot. Kyung-taek met sur le tapis les rumeurs concernant un homme étrange attaquant une pierre de scellement près de Dajon. Certains d'entre eux en entendent parler pour la toute première fois. Pendant que certains balaient ça d'un revers de la main comme une énième légende urbaine, quelqu'un d'autre confirme que le mec existe bel et bien. Wang Shujiol demande s'il y a une chance que ce gars soit lié à ces types. La tension monte dans la pièce alors que l'évocation du « corps de libération » flotte dans l'air. Yeo Jaewan a l'air bien perturbé, se demandant si c'est vraiment d'eux qu'il parle. Il commence à éplucher les infos pour voir s'il y a un lien concret. La plupart d'entre eux restent sceptiques puisqu'aucune confirmation officielle n'a encore été donnée. Baek Kyung-taek suggère qu'ils devront peut-être envoyer les gardes d'élite pour régler ce bordel. L'idée de faire intervenir les élites ne plaît clairement pas à certains des boss. Wang Shujiol sait que si le haut commandement lâche ses chiens, c'est qu'il se passe un truc très lourd. Il regarde Kyung-taek, lui demandant son avis en tant que directeur général. Yeo Jaewan est visiblement nerveux, sentant que la situation dégénère bien trop vite. Une agitation éclate à l'extérieur, attirant l'attention de tout le monde. Un garde court vers la salle de réunion avec une urgence de dingue. Il fait irruption par les portes, hurlant pour capter l'attention des chefs d'équipe, alors que tout le monde tourne les yeux vers la baie vitrée. Un SOS d'urgence vient tout droit de la zone de Jongwon-won. La pierre de scellement là-bas est en train d'être attaquée par un assaillant inconnu. Les boss pigent que les rumeurs viennent de se transformer en un problème bien réel. Un plan panoramique montre tout le monde regardant dans une direction où la fumée et la poussière colorent tout l'horizon d'un rouge ardent. Retour sur Hatchan qui explique sa recherche d'alliés et ses enquêtes à Jérim, parlant sans arrêt du fait que le nom « corps de libération » apparaît absolument partout. Il lit que leur objectif principal est la libération du désastre, ce qui correspond exactement à son but. De retour au QG, Baek Kyung-taek décide de rester à Dajon pour l'instant. Il veut garder l'existence du gars secrète, tout en faisant de son arrestation la priorité absolue pour les gardes d'élite. Hatchan sait que s'il arrive à entrer en contact avec eux, il aura peut-être enfin l'aide dont il a besoin. Hatchan se dit que le corps de libération pourrait être un allié plus puissant que n'importe qui d'autre. De retour dans la salle de réunion, un autre chef d'équipe prend la parole, décidant de rester dans le coin aussi. Yeo Jaewan explique que Jeju est stable et ne nécessite pas sa présence immédiate. Il n'a aucun problème à confier la gestion de l'île au chef de l'équipe d'ingénierie pour le moment. Jérim demande à Hatchan comment il compte se démerder pour rencontrer un groupe aussi secret. Il sourit, lui disant que c'est simple. Il va les obliger à venir à lui. Il lui dit de s'en remettre entièrement à lui. Yeo Jaewan est clairement paré au combat, déterminé à ne faire aucun cadeau à cette nouvelle menace. Hatchan est tout aussi déterminé,
prévoyant de faire connaître sa présence à toute la putain de ville. Il va leur faire bien comprendre qu'il est enfin dans leur camp. Les gens commencent à parler. Des rumeurs circulent partout à propos d'un taré masqué attaquant les pierres de scellement. Ceux qui bossent pour l'organisation affirment que ce mec est un vrai monstre, assez balèze pour tenir tête aux gardes de haut niveau. On en est déjà à 6 pierres, et les rumeurs deviennent de plus en plus folles. Chacun y va de sa petite histoire. Certains disent que c'est un gosse avec un masque, d'autres jurent que c'est une meuf. Certains pensent même que c'est carrément un groupe de gardes rebelles qui fait le sale boulot. Mais il y a un truc sur lequel tout le monde est d'accord. Il l'appelle celui qui libérera le monde de ce cauchemar. Le libérateur de désastre. C'est le nom qui résonne dans toutes les rues en ce moment. Lors d'une de ses frappes, il a même prévenu tout le monde de foutre le camp avant que le chaos n'éclate. Debout sur un toit, il a annoncé qu'il restait 30 minutes à la ville avant qu'il ne pulvérise la pierre. Il a même interpellé les gamins pour s'assurer qu'ils aidaient leur famille à se mettre à l'abri. 2 gardes l'ont observé depuis les ombres, se demandant ce que ce mec mijotait réellement. L'un d'eux l'a verrouillé, prêt à mettre fin à son petit numéro. Ils se sont jetés sur lui, mais ce n'était pas juste un civil paumé. Un garde a foncé pour porter un coup rapide. Il a esquivé les deux sans la moindre goutte de sueur, faisant passer les pros pour de vrais bleus. Un garde a balancé sa lame en poussant un cri, visant clairement à tuer. Il a bloqué le bras du mec en plein élan, lui disant qu'il devrait essayer d'être un peu plus poli. Un affrontement monstrueux s'en est suivi alors qu'il faisait une démonstration de force colossale. L'énergie du combat a rasé un bâtiment voisin en quelques secondes. Le garde n'arrivait pas à croire à la force déployée par ce taré masqué. Quand la poussière est retombée, il s'est juste barré, les laissant se demander pourquoi il s'en prenait aux pierres. Il a dit au garde qu'il en avait marre de répéter les mêmes répliques en boucle. Il voulait s'assurer que le monde entier sache exactement qui il était. Il fait en sorte que la légende du libérateur s'imprime pour de bon. De retour dans le présent, Wu Hachan fouille la base de données, mais il n'y a absolument aucune trace officielle de son alter ego. Zhang Jidong entre, surprenant Hachan en train d'éplucher les rumeurs. Jidong mentionne que le nombre de réfugiés grimpe en flèche et que la situation devient ingérable. Il est un peu saoulé que Hachan glande alors qu'ils ont du taf par-dessus la tête. Jidong commence à jouer au boss, exigeant du respect vu qu'il est en route pour l'équipe d'ingénierie. Leur aîné, Kyung-gan, se pointe et calme le jeu. Il appelle Jidong 1 minute, puis il se tourne vers Hachan, lui disant qu'on a aussi besoin de lui. C'est une mission sérieuse. Ils partent sur le terrain pour gérer un gros truc. La Destination? La ville de Gangneung. Plus tard, Shine Jerim coince Hachan dans les couloirs, posant des questions sur ses ordres soudains. Hachan joue la carte de l'insouciance, disant qu'ils ont juste eu de la chance avec cette affectation. Jerim n'en est pas si sûr, se demandant pourquoi le corps de libération n'a pas encore fait le moindre mouvement. Elle pense qu'ils font peut-être profil bas pour le moment, ou alors leur base est juste trop loin pour qu'ils s'intéressent à eux. Hachan est chaud. Il est temps d'emmener son titre de « libérateur de désastre » sur le devant de la scène. Jerim est sceptique, lui faisant remarquer que déplacer ses activités à Gangneung pile en ce moment pourrait paraître un peu trop cramé. Mais lui ne s'en fait pas. Il pense que les gens ne soupçonneront que quelqu'un qui a vraiment l'air dangereux. À leurs yeux, il n'est qu'un lâche et un paria faiblard, donc sa couverture est limite parfaite. Jerim se contente de le fixer, se disant sûrement qu'il pousse un peu trop loin le délire du pauvre type. De toute façon, il s'en tape. Il est concentré sur la mission. Plus précisément, envoyer un message au corps de libération. Elle est toujours sur les nerfs. Par contre, l'avertissant qu'y aller en solo dans un endroit aussi craignos est une putain de mission suicide. Hachan commence à lui expliquer pourquoi c'est une occasion en or, mais une question inattendue venant de derrière le stop-net. Tous les deux se retournent d'un coup quand une voix interrompt leur petite discussion privée. Le cœur de Hachan fait un bond quand il réalise que quelqu'un rôdait dans le couloir. C'est le garde Baek Kyung-taek, qui a l'air de trouver ça très drôle de les voir sursauter comme ça. Il lâche un grand sourire amical, disant qu'il avait hâte de rencontrer le célèbre Hachan. Apparemment, Hachan est un vrai sujet de discussion en tant que chouchou du manager de l'équipe de terrain. Kyung-taek perd son sourire une seconde, demandant de quoi il chuchotait avec autant d'intensité. Il se penche vers eux avec un regard qui crie qu'il en sait beaucoup plus qu'il ne le montre. Hachan ne peut que transpirer à grosses gouttes, espérant que son secret n'est pas déjà cramé. Jerim panique et couvre ses arrières, gueulant que Hachan se la pétait juste pour son voyage à Gangneung. Elle le fait passer pour un vrai gamin, tout excité de quitter la ville pour une fois. Elle en rajoute une couche, faisant passer Hachan pour un sale môme naïf. Kyung-taek confirme. C'est lui qui a personnellement inscrit Hachan pour cette mission. Il mentionne tous les éloges que Hachan a reçus, mais il est prêt à le laisser se retirer s'il a trop les chocottes. Pour maintenir l'illusion, Hachan crie qu'il ira, jouant le gosse qui vient de gagner le gros lot. Il commence à jacasser sur le fait que voir les montagnes de Gangneung a été le rêve de toute sa vie. Kyung-taek le regarde, ayant l'air d'acheter sa petite comédie pour l'instant. Voyant une faille, Jerim exige soudainement de les accompagner. Le chef d'équipe se contente de la regarder, son masque de sympathie glissant un instant. Elle se redresse fièrement, se présentant comme garde de 2e classe et insistant sur le fait qu'ils auront besoin d'une escorte. Elle n'accepte pas de refus,
s'imposant littéralement dans la mission. Kyung Taek est sceptique, soulignant que l'équipe de terrain est déjà en sous-effectif et surchargée. Il la regarde dans les yeux, essayant de piger pourquoi elle est si désespérée de suivre un « paria » de l'équipe tech. Hatchan et Jerim transpirent tous les deux, se demandant s'ils n'ont pas poussé le bouchon un peu trop loin. Soudain, Kyung Taek se met à rire, tirant une conclusion complètement foireuse sur leur relation. Il aime son culot et leur dit de faire leur valise. Jerim pige qu'elle vient peut-être de foncer tête baissée dans un piège de sa propre création. Alors que Kyung Taek s'éloigne, il leur lance de ne pas trop s'attacher l'un à l'autre pendant la mission. Jerim ne peut que foudroyer son dos du regard, fulminant face à cette insinuation. Elle rejette direct la faute sur Hatchan pour toute cette situation gênante au possible. Hatchan est juste paumé, n'ayant aucune idée de ce qu'il a pu faire pour déclencher sa rage cette fois-ci. Le lendemain matin, ils sont enfin en route, survolant en hélico le relief accidenté en direction de Gangneung. Le pilote annonce qu'ils sont à 10 minutes, et les gardes locaux les attendent déjà au sol. Hatchan chuchote à Maz à l'intérieur de sa veste, mais le petit gars pionce complètement. Leur cible est la pierre de scellement de la zone 2, et le feu vert officiel est lancé pour la mission. L'aîné Kyung-han s'assure que Hatchan tient le coup et que le vol en hélico ne le secoue pas trop. Il rappelle à Jang Jidong qu'en tant que vétéran de l'équipe, il doit veiller correctement sur le petit nouveau. Jidong ronchonne qu'il n'est pas une babysitter pendant que l'hélico bourdonne au-dessus du paysage désolé. Si letter 1 ED1, J letter 1 EFNG Ra Oe. Gidong B letter 1 EA3 O Yirim Hey Enhin, XU letter 1 ED1. NG distroke letter 1 ED1 NG distroke letter 1 ED5. Not dang L letter 1 B0 letter 1 EDB. T Quafia D letter 1 B0 letter 1 EDB. IKEA. Il passe la frontière de Gangneung, mais la quantité monstrueuse de débris au sol a de quoi foutre les jetons. Jerim est horrifié par l'ampleur de la destruction, mais Jidong fait comme si c'était la routine. Il commence à leur faire la leçon sur la façon dont la géographie unique de Gangneung en fait un aimant à désastre. Jerim n'est pas impressionné pour un sou par son cours d'histoire, surtout venant d'un mec avec un ego pareil. Jidong continue de se la péter en disant que seuls des élites, comme eux peuvent gérer ça, mais Jerim lui dit de la fermer. Jidong ne capte pas le message et continue de rabaisser Hatchan tout en essayant de draguer Jerim. La patience de Jerim lâche enfin, et elle lui dit cache que même son haleine est insupportable. L'embrouille de cours de récré est coupée court quand l'ordre de se préparer à l'atterrissage retentit à la radio. L'hélicoptère se pose enfin sur la zone prévue, dans la deuxième zone de Gangneung. Quand les portes s'ouvrent, Kyung-han est direct paumé. La piste d'atterrissage est complètement déserte. Il n'y a pas un seul garde local pour les accueillir, laissant toute la zone dans un silence glacial. Hatchan sent un frisson lui parcourir l'échine alors qu'il capte une énergie bizarre et écrasante dans l'air. Avant que quiconque puisse ouvrir sa gueule pour s'inquiéter, l'atmosphère change avec une décharge violente. Une éruption massive d'énergie bleue explose juste devant eux, prenant le groupe complètement au dépourvu. En un clin d'œil, la piste d'atterrissage tranquille se transforme en un putain de champ de bataille chaotique. Jerim n'hésite pas une seule seconde, rassemblant ses forces pour foncer vers la source de l'explosion. Elle percute l'énergie bleue avec une frappe surpuissante, essayant de protéger Kyung-han et Hatchan de l'onde de choc. Hatchan se précipite pour aider Kyung-han à se relever, s'assurant que l'aîné n'a pas été blessé dans l'explosion. Jerim tient bon alors que la poussière retombe, les yeux écarquillés par le choc devant la scène. Hatchan réalise que quelque chose cloche grave. Ce n'est plus juste une pierre de scellement défectueuse. Dominant les ruines de la zone d'atterrissage, une entité monstrueuse d'énergie pure se dresse, prête à frapper. En 2025, le monde commençait enfin à se sentir stable à nouveau grâce aux gardes. Mais voyager et communiquer entre les territoires restait une galère sans nom. Naturellement, c'est là que les rumeurs ont commencé à fuser sur les désastres et les mecs soi-disant censés les protéger. Le gouvernement a fait de son mieux pour garder le contrôle en créant 5 villes spéciales. Ces villes sont devenues les piliers de la nouvelle nation, chacune veillant sur les petites villes environnantes. L'une d'entre elles était un bled relativement petit de moins de 200 000 habitants. Malgré sa taille, son emplacement unique en a fait la dernière ville spéciale sur la liste, Gangneung. D'après Jang Jidong, la ville est construite pile à l'endroit où 2 pierres de scellement se chevauchent. L'équipe se dirige vers la ville 2 de Gangneung, qui a une structure chelou permettant de circuler entre les régions. Ils ont été appelés parce que l'équipe d'ingénierie devait shaker quelques problèmes avec les pierres de scellement. Jidong faisait le mariole comme si ça allait être une promenade de santé, mais les choses ont vite dégénéré. Avant même de pouvoir s'installer, un monstre a débarqué de nulle part, prenant tout le monde par surprise. Shine Jerim est la première à réagir, serrant les dents alors que l'énergie bleue s'intensifie. Ces trucs ne sont pas de la petite bière. Ils sont agressifs et pullulent partout. Elle plonge dans le tas, essayant de tenir les monstres à l'écart de l'équipe technique. Wu Hatchan et les autres reculent en vitesse, complètement paumés sur le fait qu'une zone sur puisse être attaquée. Un énorme coup de griffe les rate de justesse, forçant l'équipe à mordre la poussière. Observant la scène de côté, Hatchan fait le point avec Miro, son compagnon caché. Une rafale de lumière déchire l'air,
repoussant la menace immédiate pendant que Tachan canalise son pouvoir en douce. Pour faire diversion, Hatchan commence immédiatement à glorifier Jérim, faisant comme si elle était leur sauveuse. Mais le danger n'est pas encore écarté, et Hatchan dit à Kyunghan qu'ils doivent choper de l'aide auprès de la garde locale immédiatement. Jidong trouve soudainement un peu de courage au fond de son froc et charge un monstre, lui hurlant de rester loin de Jérim. Résultat des courses, il s'est mangé un coup du monstre en pleine poire. Heureusement pour Jidong, Hatchan est intervenu pile à temps pour lui sauver la peau. Hatchan doit courir s'assurer qu'il va bien, avec une grosse envie de lui balancer quelques pains pour sa connerie, en hurlant à Jidong d'utiliser son cerveau pour une fois. De son côté, Jérim appelle Hatchan en renfort. Elle fait de son mieux, mais ils sont beaucoup trop nombreux pour elle seule. Miro demande à Hatchan quel est le plan, sentant qu'il se prépare à bouger. Kyunghan est paralysé par la trouille, et Jidong est KO pendant que d'autres bêtes se rapprochent d'eux. Là, il n'a pas d'autre choix que de passer à l'action. Jérim est coincé, galérant à tenir le coup face à l'ESM. Hatchan serre le poing, prêt à lâcher sa couverture si c'est le prix à payer pour survivre. Soudain, une voix transperce le chaos, hurlant à tout le monde de se plaquer au sol. Un faisceau massif de lumière bleue incinère tout sur son passage, nettoyant la zone d'atterrissage en une seconde. Hatchan lève les yeux, se protégeant avec ses bras, se demandant quel est le taré qui vient de débarquer avec autant de puissance. Une main serre fermement une arme lourde, irradiant une énergie intense. Un seul coup suffit. Les monstres qui s'apprêtaient à les massacrer sont réduits en un tas de cendres et d'étincelles. La nouvelle arrivée atterrit avec grâce, ayant l'air complètement imperturbable face au carnage. C'est Amna Kyung, et elle commence direct à aboyer des ordres pour sécuriser le périmètre. L'équipe la regarde, la mâchoire décrochée, face à la hache bleue en personne. Elle enchaîne avec un coup de grâce, s'assurant que plus rien ne tienne debout. Debout au milieu des restes des monstres, elle a exactement la carrure de la commandante dont parlent les légendes. Elle tourne son regard vers les survivants, avec une expression sévère et indéchiffrable. Amna Kyung lâche au calme que toute cette zone vient d'être classée zone interdite. L'équipe tech est complètement prise au dépourvu. Ils n'en avaient aucune putain d'idée. Elle leur apprend que le changement a été fait il y a à peine une heure. Elle leur dit de ne pas traîner pour qu'elle puisse les amener dans la zone sécurisée. Jérim la regarde, réalisant qu'elle se tient face à une véritable légende. C'est confirmé. Elle est nez à nez avec la chef d'équipe générale de Gangneung, la seule et unique hache bleue, Amna Kyung. Après un bref échange, les deux chefs d'équipe confirment la mission. Elle souhaite la bienvenue aux gardes de Dajon et les conduit vers la pierre de scellement dans la zone de sécurité. Le groupe lui emboîte le pas, observant l'atmosphère sinistre des lieux. Jidong fait remarquer que l'endroit fout vraiment le cafard. Aucun civil à l'horizon. Nakyung explique que seuls les gardes sont autorisés à traîner ici maintenant. Elle révèle que tout le monde a été évacué vers la ville 1 parce que la situation de la pierre de scellement est complètement hors de contrôle. La zone interdite s'agrandit de jour en jour, et les hauts gradés n'ont aucune putain de solution. Leur pas résonne dans les rues vides et délabrées. Même le bitume se fissure sous la pression. Les dégâts s'aggravent au fur et à mesure qu'ils s'approchent des pierres de scellement. Wu Hatchan observe tout, silencieux et hyper concentré. Ils sont guidés à l'intérieur de l'installation principale. Elle est là, la gigantesque pierre de scellement de la ville 2. Hatchan capte tout de suite les fissures. C'est bien pire que ce qu'il pensait. Un des gardes locaux glisse que leur service se termine dans 3 heures. Jérim est halluciné de voir qu'ils comptent juste rentrer chez eux en laissant la ville dans cet état. Le type s'en fout royalement, leur disant juste de finir leur taf avant que l'équipe de nuit n'arrive. Amna Kyung leur dit de faire comme bon leur semble, mais Hatchan décide de rester. Jérim l'observe, clairement pas rassuré. Hatchan marche droit sur la pierre, fixant le cœur de la crise. La chef d'équipe observe la scène et souligne que ces fissures ne viennent pas d'une attaque extérieure. La pierre se brise de l'intérieur. Miro pointe le bout de son nez et demande à Hatchan quel est son prochain coup. Hatchan serre le poing, le visage durcissant. Transition sur une réunion privée un peu plus tard. Jérim est encore sous le choc de la révélation. Elle n'arrive pas à croire ce qu'elle vient d'entendre, mais il est on ne peut plus sérieux. Il avoue qu'à la base, il comptait juste s'en prendre aux petites villes du coin. Mais voir ces fissures a changé toute la donne. Il la regarde droit dans les yeux, son regard brûlant d'intensité. Il va s'en prendre à Gangneung même et libérer les 2 villes des désastres une bonne fois pour toutes. Shine Jérim a l'air complètement terrorisée quand elle entend que la cible est Gangneung. Wu Hatchan ne scie pas, affirmant qu'il va libérer la ville de ces saloperies une fois pour toutes. Miro lui demande s'il peut ressentir la connexion, expliquant que les désastres ont déjà commencé à se lier entre eux. Hatchan admet qu'il capte une énergie puissante et inhabituelle, mais il n'est pas sûr que ça représente le destin des villes. La petite boule fait remarquer que même si une pierre de scellement est solide en temps normal, ces deux-là unissant leurs forces pourraient la briser. La pierre montre déjà des signes de faiblesse, et s'ils fusionnent complètement, c'est la fin de la partie. Si le saut pète à Gangneung, l'effet domino fera sombrer la ville voisine avec elle. Miro calcule qu'ils ont environ 3 ou 4 semaines avant que tout parte en vrille. Jérim essaie d'assimiler l'info, mais elle ne peut pas croire que Hatchan veuille vraiment se lancer dans un pari aussi dingue. Elle craque,
lui demandant s'il a complètement perdu la boule. Jérim lui rappelle que c'est une ville spéciale, une des 4 du pays, et que l'échelle est bien plus grande que tout ce qu'ils ont vu. Hatchan détourne le regard, mentionnant qu'il se souvient de ce qui s'est passé avec le désastre de Gwangju. Elle lui rétorque que c'était le premier désastre du genre depuis Séoul, et qu'il croit seulement savoir parce qu'il n'a aucun souvenir de l'horreur que c'était. Des images d'une ville en ruine défilent dans leur tête, rappelant à quoi ressemble une destruction totale. Le souvenir d'une colonne de lumière incinérant, tout est suffisant pour faire hésiter n'importe qui. Hatchan se concentre de nouveau sur Miro, réalisant que si le sceau de Ganyang est aussi massif, c'est pour une bonne raison. Jérim soutient que peu importe la puissance qu'il croit avoir, il ne peut pas stopper un truc aussi énorme. Il insiste sur le fait qu'il a un plan, notant que la pierre de Ganyang n'est pas aussi grosse que celle de Gwangju. Elle le coupe sec, lui hurlant de bien vouloir l'écouter pour une fois. Jérim exige de savoir s'il est prêt à risquer la vie de 200 000 personnes et de tous les gardes stationnés ici. Elle le fixe, le défiant de lui dire comment il compte détruire un truc qu'il ne comprend même pas complètement. La frustration de Jérim déborde alors qu'elle l'accuse d'être un gros con imprudent et de toujours vouloir faire cavalier seul. Hatchan reste muet, tandis qu'elle lui annonce cash qu'elle est contre son plan. Elle le plante là avec un dernier avertissement, qu'il réfléchisse bien avant de faire une connerie qu'il regrettera. Laissé seul, Hatchan se demande si lui et Miro n'ont pas sous-estimé l'ampleur de la menace. La petite boule est juste paumée, se demandant pourquoi la meuf a pété un câble comme ça. Hatchan regarde sa main, les mots de Jérim sur son imprudence résonnant encore dans sa tête. Le fait qu'elle l'accuse d'avoir toujours été comme ça le frappe en plein cœur. Ça déclenche une réflexion sur ses souvenirs perdus, des morceaux de son passé qu'il n'arrive pas à rattraper. Il regarde le vide, essayant désespérément de se rappeler de ce qui s'est passé ce jour-là. Plus tard, de retour à l'installation des gardes, un technicien est perplexe face à un nouveau fichier d'analyse de la pierre. Ses collègues n'en ont absolument rien à carrer, faisant comme si c'était le problème de quelqu'un d'autre. Ils ont l'air plus paumés par l'équipement qu'ils ont dans les mains que par les données sur l'écran. Une des gardes regarde déjà l'horloge, prête à se tirer pour aller bouffer. Hatchan et Gidon sont bouche bée devant leur fainéantise, alors que les autres parlent peinard d'aller picoler un coup. Un garde se fout de sa gueule à cause de ses dettes, mais il en rigole comme s'ils étaient les meilleurs potes du monde. Une fois les gardes enfin barrés, Gidon balance les papiers au sol, les traitant tous de sacrés enfoirés. Il fulmine, disant que s'ils étaient à Dajon, ils se feraient tous lourder sur le champ. Son coup de gueule n'a pas l'air de perturber les autres, même s'il hurle assez fort pour que tout l'étage l'entende. Le chef d'équipe de ces deux-là hausse les épaules, balançant que bosser trop, c'est mauvais pour le cerveau. Gidon se plaint du chef de l'équipe d'ingénierie ici, remarquant que le mec ne prend pas une seule once de responsabilité. Il pige qu'à Ganyang, la plupart des gardes ont été mis là de force, laissant les défenses de la ville grandes ouvertes. Il fait remarquer qu'ils sont tous dans une impasse vu le manque de données, se grattant la tête de frustration, incapables de concevoir comment on peut faire une vraie analyse dans un trou pareil. Après avoir écouté pendant une plombe les plaintes interminables de Gidon sur cet endroit, Hatchan dit enfin à son aîné qu'il a besoin de prendre l'air, et le vieux le laisse filer en lui disant d'aller se reposer. Pendant qu'il s'éloigne, Gidon ronchonne qu'il est juste feignant, mais le chef d'équipe lui dit de la fermer. Hatchan sort, les portes automatiques se refermant derrière lui. Il descend les escaliers et s'enfonce dans la nuit calme, loin des embrouilles du bureau. Il lâche un long soupir, s'avouant à lui-même qu'il ne peut vraiment pas blairer les gens de cette ville. Miro, la petite boule sur son épaule, est carrément d'accord. Miro sort la tête de sa capuche, faisant remarquer que la fainéantise des gardes fait leurs affaires vu que ça rendra le vol de la pierre bien plus facile. La créature ajoute que plus la sécurité a de failles, plus ils ont d'opportunités de frapper. Hatchan approuve silencieusement, l'esprit retournant au désastre de Gwangju. Il se souvient des mots piquants de Shine Jérim, disant qu'il ne capte pas vraiment l'ampleur de la destruction à cause de son amnésie. Il baisse les yeux, transpirant légèrement en admettant que cet événement était un véritable cauchemar. Il demande à Miro s'il ne prend pas tout ça trop à la légère, ce qui ne fait qu'embrouiller le petit gars. Appuyé à la balustrade, Hatchan repense à sa vie de loser qui se détestait avant de rencontrer la créature. Il se demande si son nouveau pouvoir l'a rendu trop complaisant ou arrogant. L'idée d'être le libérateur de désastres l'enivre presque. Il se met à penser que les endroits qu'il a rasés étaient autrefois remplis de gens normaux qui vivaient leur vie. Miro se contente de le fixer pendant que Hatchan se demande s'il a vraiment le droit de jouer à Dieu comme ça. Il secoue la tête, décidant qu'il n'y a pas de retour en arrière possible, jusqu'à ce qu'une voix l'interpelle par derrière. C'est Am Na-kyung, qui le reconnaît comme un membre de l'équipe d'ingénierie de Dajon. Hatchan est surpris de voir la chef d'équipe générale dehors aussi tard, et elle lui retourne la question. Ils se tiennent tous les deux sur le pont alors que Na-kyung fait remarquer qu'elle, au moins, est adulte. Elle demande s'il est étudiant, lui disant que les ados devraient être en train de roupiller chez eux à cette heure-ci. Na-kyung soupire,
admettant que dans ce monde de merde, il y a beaucoup trop de mineurs envoyés au casse-pipe sur le terrain. Un silence lourd et bref s'installe. Il finit par briser la glace en lui demandant si elle galère à bosser à Gangneung. Puis Hatchan enchaîne en demandant pourquoi quelqu'un de son niveau s'est retrouvé dans un bled pareil. Elle répond simplement que chacun a ses propres combats et que c'est juste un taf qui doit être fait. La chef d'équipe regarde la ville, disant qu'elle a choisi de venir ici parce qu'elle en avait envie. Elle lui avoue que Gangneung est en fait sa ville natale, ce qui prend Hatchan de court. Le silence devient pesant alors que Hatchan se demande pourquoi elle s'obstine à rester dans le coin, tandis que Miro est tout aussi paumé. Elle lui demande s'il a une minute, le faisant légèrement sursauter. Na-kyung lui fait remarquer qu'il a l'angoisse littéralement écrite sur le visage. Comme c'est sa première fois en ville, elle lui dit de la suivre. Elle tend la main, promettant de lui montrer un bon coin pour se vider la tête. Ça fait 5 jours que Hatchan est arrivé à Gangneung. Il marche dans les bois de nuit avec Am Na-kyung, l'interrogeant sur l'état de la pierre de scellement. Elle avoue que ça s'annonce mal parce que le désastre souterrain gagne en puissance. Na-kyung dit qu'il cherche toujours à comprendre pourquoi ça empire à une vitesse pareille. Il monte des escaliers pendant qu'elle souligne que ce n'était pas aussi catastrophique au début. Hatchan s'arrête pour observer la lueur bleue pulsant à travers les fissures de la pierre. La vue le met clairement sur les nerfs. Na-kyung pose la main sur un pilier alors qu'ils atteignent leur destination. Hatchan lâche un soupir, époustouflé par la vue. C'est un belvédère parfait qui surplombe toute la ville de Gangneung, illuminée dans la nuit. Elle lui confie que c'est ici qu'elle vient quand elle est fatiguée ou qu'elle a besoin de souffler. Regarder la ville en bas l'aide à se sentir un peu mieux. Elle remarque son expression et lui demande s'il tient le coup. Hatchan pointe le doigt vers l'horizon, disant qu'on peut même apercevoir la mer d'ici. Na-kyung profite du calme de la scène. Hatchan lui demande si c'est sa ville natale. Elle a vécu à Séoul pendant un temps, mais elle a fini par revenir. Elle avoue que presque tous ses souvenirs les plus précieux sont dans cette ville. Hatchan réalise à quel point elle aime sincèrement cet endroit. Elle admet qu'elle serait dévastée si la ville venait à être détruite. Perdre sa maison serait le plus grand regret de sa vie. Elle regarde la ville, le regard se durcissant avec une détermination en béton armé. Elle fait le serment de faire tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer que cette ville reste en sécurité. Hatchan détourne le regard, le poids de son plan secret commençant à l'écraser. Il serre le poing sur la balustrade, luttant contre la culpabilité. Il sait ce qu'il a à faire, mais ça ne rend pas la chose plus facile. Plus tard, Hatchan retrouve Shine Jerim et s'incline profondément, la suppliant de l'aider. Hatchan la prévient qu'il est déjà trop tard pour commencer à sauver Gangneung. Il explique que les deux désastres fusionnent encore plus vite que prévu. Il dit que s'ils n'agissent pas maintenant, les retombées seront encore plus cataclysmiques que ce qui s'est passé à Gwangju. Jerim le regarde avec scepticisme, doutant de ses motivations. Elle demande si c'est vraiment la seule putain de raison pour laquelle il est si pressé de bouger. Elle lui rappelle qu'il parle de détruire la maison et la vie de quelqu'un. Elle l'avertit qu'à la seconde où il commencera, il ne sera pas un héros. Il deviendra le pire méchant que le monde ait jamais connu. Tous les gardes seront à ses trousses, prêts à tout pour le buter. Il devra vivre dans la terreur constante, sans jamais savoir quand son identité éclatera au grand jour. À leurs yeux, il ne sera que le malade mental qui a ruiné tout ce qui comptait pour eux. Elle demande s'il pense vraiment pouvoir encaisser tout ça tout seul. Hatchan sait que son plan a l'air imprudent et complètement taré. Mais son choix est déjà fait. Debout sur la plateforme d'observation, surplombant la ville, la situation désespérée qui se reflète dans ses yeux est absolument bouleversante. Les yeux de Hatchan brillent alors qu'il entend les cris fantomatiques et obsédants de la ville en contrebas. Il sait qu'il ne peut pas juste fermer les yeux, pas tant que les hurlements de Gangneung résonnent dans ses oreilles. Debout avec Na-kyung à l'observatoire, il réalise que la douleur enterrée sous cette ville est bien pire que ce qu'on aurait pu imaginer. Il a décidé qu'une paix bâtie sur le chagrin des autres n'est qu'un putain de château de cartes prêt à s'effondrer. Dans la ruelle, Hatchan dit à Jerim que s'ils doivent payer leur karma, autant en fixer le prix eux-mêmes. Jerim le fixe, réalisant le poids écrasant de la responsabilité qui lui demande de partager. Elle serre le poing, faisant comme si la rancœur des âmes piégées ne lui faisait ni chaud ni froid. Elle continue de traiter son plan de conneries, doutant qu'ils aient la force nécessaire pour gérer les conséquences. Mais un lourd silence s'installe entre eux. Elle lui dit d'être absolument claire sur un point avant qu'il ne fasse quoi que ce soit. La pierre de scellement est sur le point de péter, et un désastre va s'abattre, qu'ils agissent ou non. Elle le regarde droit dans les yeux et lui demande s'il est vraiment prêt pour ce qui va suivre. Sans hésiter une seconde, Hatchan confirme qu'il est sûr de son coup. Caché dans les ombres, un mystérieux stalker observe leur rendez-vous et note que le désastre est désormais inévitable. Il tapote sur son tel, rapportant la réunion secrète à ses supérieurs. Ailleurs, un téléphone vibre, signalant un nouveau message. Un garde crevé, avec les cheveux bruns en bataille, lève les yeux, pendant que son supérieur demande s'il a autre chose à signaler. Une meuf avec des lunettes et les cheveux violets fait remarquer que son téléphone n'a jamais l'air de la fermer très longtemps. Elle lui demande s'il a été bien occupé ces derniers temps,
surtout avec la traque du fameux libérateur de désastre. Elle se demande si son patron lui met toujours la pression pour retrouver cette personne. Elle qualifie la mission d'échec total et lui dit de refiler le sale boulot au gamin de bas étage. Le mec répond qu'il connaît ses priorités et qu'il a déjà refilé l'affaire au chef d'équipe de Jeju. L'ascenseur fait enfin un « ding » en arrivant au 17e sous-sol. Il lui dit de se préparer alors qu'ils sortent de l'ascenseur et s'avancent dans un couloir à la lumière aveuglante. De retour dans la ruelle, Ha-chan reste campé sur ses positions. Le mystérieux stalker garde les yeux rivés sur lui depuis l'obscurité. Il envoie un message avec une photo de Ha-chan et Jérim, affirmant qu'il a enfin flairé leur piste. Tout ce qu'il fait est, soi-disant, pour l'avenir de la nation.